L'enregistrement, tu peux commencer, mon frère, mon cher Bianca, hein? Je suis en train de mettre le live direct. Le lien Facebook, tu le copies Oui. en même temps? Alors, qui sont sur Facebook aussi. alors, merci à vous tous en tout cas de ne plus intervenir pour l'instant. Merci. Alors, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, hein? OK? Parfait. Vous m'entendez, hein? OK? Parfait. Nous commençons dans 2 secondes et c'est parti. Bien, nous allons commencer. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'être présent parmi nous. Ce 11 mars, nous avons eu bien sûr quelques minutes de retard, mais avec le sourire, je pense que nous allons y remédier et rattraper le coup, puisque c'est vrai qu'on a eu quelques soucis de décalage par rapport donc au fait que nous sommes un peu partout aujourd'hui, à Madagascar, bien sûr, Toulouse, Marseille, du côté du lac Le Mans. Merci vraiment pour votre présence parmi nous avec l'équipe d'INSMAD. Nous avons bien sûr les intervenants. Il y en a une intervenante qui arrive, nous l'espérons. Il y a un petit souci technique, mais ça fait partie également du jeu. Tous les invités sont là, les guests invités qui ont bien voulu nous rejoindre dans cette dynamique collective en tant qu'acteurs de l'économie à Madagascar, mais également à l'international. Et bien sûr, je remercie également donc, tous les partenaires d'INSMAD qui se sont donné la main pour être simplement dans l'action. Voilà. Avant de vous présenter cette assemblée en toute simplicité, je me permets avant tout de me présenter en quelques mots. Je suis donc Tuzu Andjem Tansu. J'exerce actuellement dans le domaine des ressources humaines, mais aussi la stratégie d'entreprise à Madagascar et en France.
Et dans le cadre de cette rencontre, je représente ici le cercle Voxmada en tant que co-organisateur d'INSMAD, mais je représente également le club 1808 qui fait partie des partenaires d'INSMAD. Et les deux entités, pour faire bref, associatives, ont donc deux points communs: rassembler, et mettre chaque talent, chaque expertise, chaque énergie malgache ou malagasy, mais également les énergies malgachisantes, pour parler de ceux qui ont le cœur pour Madagascar. Voilà, au service bien sûr de notre bien commun, Madagascar Malala. Voilà, c'est aussi dans cette perspective de co-construction qu'avec les co-organisateurs ici présents, j'ai le plaisir de vous partager l'esprit et la vocation d'INSMAD comme Inspirine Madagascar Digital. Voilà, introduction faite. Qu'est-ce que INSMAD? Que dire? Eh bien, INSMAD, c'est avant tout un collectif d'acteurs associatifs, comme je l'ai évoqué à l'instant, mais également entrepreneuriaux, à Madagascar et à l'étranger. Nous sommes animés par cet esprit de partage et de pédagogie citoyenne. Nous sommes donc ici et maintenant avec nos expériences, nos inspirations, nos aspirations respectives. Nous sommes là pour apporter notre petite pierre à l'édifice en donnant du sens aux actions de transformation économique et sociale, aussi digitales, aussi numérisées ou innovantes soient-elles. Voilà, si les 17 objectifs de développement durable nous inspirent, si la RSE et autres ESS nous guident en tant que levier inspirant et structurant, nous voulons, au travers d'INSMAD et avec le concours des partenaires proposés, voilà, un dialogue intergénérationnel, tout simplement pour envisager, allez, collectivement la transformation, modestement, soit économique et ou sociale, face à l'innovation dite digitale. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais donc laisser la parole à mes coéquipiers afin qu'ils se présentent à leur tour. Et la première édition d'INSMAD est ouverte. Bienvenue à toutes et à tous, sans oublier bien sûr celles et ceux qui nous suivent en direct, soit sur YouTube, sur la chaîne du Club 1808, soit sur le Facebook d'INSMAD. À toi l'honneur, mon cher Yanji, pour te présenter. En tout cas, merci à tous pour cette très belle introduction, NISMAD et de cette première édition. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde, présent sur ce webinaire. Donc, je m'appelle Yann Rabé, la société Monetech, qui est une petite société 100% malgache spécialisée dans la mise en place de systèmes de paiement et de développement d'applications sur les TPE ou terminaux de paiement électronique. Donc, ça va faire un peu plus de 20 ans qu'on est présent sur le marché. Et nous fournissons des solutions de paiement clés en main pour les sociétés désirant mettre en place des systèmes de gestion pour les services qu'ils proposent à leurs clients. Bien, à toi. Oui, merci Yanj. Alors, je suis Mian Jaratimargoun, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis également associé du cabinet de conseil juridique et fiscal à Madagascar qui s'appelle RTM Law Office. Alors, c'est un cabinet de conseil juridique et fiscal qui fournit des prestations de services dans le domaine du droit, mais essentiellement, pour résumer, dans le droit des affaires. À côté de ça, je suis également président de la commission juridique du GEM
Et j'aimerais au passage remercier ici personnellement la présence de Thierry Radzoun, qui est le président du GEM et qui nous fait l'honneur d'être présent, d'avoir bien voulu être le conférencier pour ce webinaire. Merci. Rive, je te passe le relais pour ta présentation. J'espère que vous m'entendez. Tout à l'heure, on a eu un petit souci venant de mon micro. Voilà, a priori, ça a l'air d'aller. Je te remercie pour je vous remercie à tous les trois de cette transition. Je vous remercie également à tous les trois d'avoir accepté d'être dans cette aventure d'INSMAD à laquelle je vous ai proposé il y a quelques mois de cela, suite à notre convergence de point de vue sur l'utilité de regarder et d'apporter notre tête de pierre à l'édifice, comme dit si bien tous, à la transformation économique et sociale de notre pays, due au fait à l'innovation digitale. Cette entrée en la matière me permet de me présenter rapidement. Je m'appelle Rive Rakoutma, j'habite à Toulouse. Je suis en fait manager consultant d'un cabinet, d'un petit cabinet de 3 personnes aujourd'hui qui s'appelle Kouroubé. Kouroubé, pour les Malgaches, ça parle. C'est une montagne à côté d'Issal et qui porte à la fois, on va dire, l'esprit ou l'image de ce qui est spirituel pour les Malgaches. Mais Kouroubé, pour nous, c'est aussi une approche économique et sociale de l'entrepreneuriat féminin autour de l'économie sociale. On est très branché économie sociale. Pour ce faire, nous avons 2 ou 3 solutions. Donc, une solution d'apprentissage ludique et digital qu'on appelle COPAC, qui a été développée avec ma fille, spécialiste en la matière. Et l'idée là-dedans, c'est tout simplement d'accompagner les coopérateurs, hommes et femmes, ou femmes et hommes, sur l'appropriation des monnaies locales complémentaires et les monnaies hybrides. Et donc, en parallèle, on a une solution sous forme de wallet qui s'appelle Parat. Parat, ça parle pour les Malgaches. C'est un wallet pour créer une monnaie donc complémentaire et c'est aussi un moyen de paiement. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà ma présentation assez rapide et je suis ingénieur en monétique de formation. Je te repasse la parole, Claude. Merci à toi, Rive. Voilà, donc effectivement, l'équipe co-organisatrice, en tout cas, de cet événement. Voilà, tu me tends la perche, mon cher Rive, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet avant de présenter notre conférencier ici présent et également nos invités de ce jour. Pour prendre donc la température, merci à toi, Rive, en tout cas d'expliciter ce que nous sommes en train de mettre en place, en tout cas de favoriser en termes d'échange. Je t'en prie, vas-y. Ok, donc voilà, je pense que pour bien commencer, pour ceux et celles qui nous suivent, il est important de présenter notre esprit en se disant, bon voilà, dans cette transformation économique et sociale, on se positionne, nous, chez INSMAD, comme, on va dire, des citizen users. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe en tant qu'utilisateur de l'innovation et en tant aussi qu'observateur de ce qui se passe au pays. Et en face, on a dit, pour bien étayer, pour bien aller dans cet état d'esprit, il faut qu'on trouve les personnes à la fois institutionnels et aussi des acteurs professionnels de l'innovation, du paiement et de l'entrepreneuriat. C'est pour cela que
nous remercions, que je remercie encore une fois, donc le président du groupement des entrepreneurs malgaches, en l'occurrence M. Thierry Bazoum, qui aura certainement un mot pour se présenter. Et également, on attend l'arrivée de Madame la présidente du conseil d'administration de la Société Générale de Madagascar, Madame Nour, j'ai oublié son nom, et qui aura également le plaisir de se présenter. Nous avons également ce qu'on appelle les guests invités, qui sont présents là, vous les voyez. Il y a Maurice, il y a Eric, il y a Denis, il y a Tslavn. Je les annonce par leur prénom puisqu'on a eu déjà du travail collaboratif à faire et que cet esprit que nous portons aujourd'hui est aussi dans la bienveillance, dans la convivialité, avec beaucoup de respect et beaucoup de professionnalisme. Je vais vous faire un aveu, c'est que moi, j'ai été vraiment impressionné, mais je vous le dis, impressionné sur la facilité de pénétration des mobile banking auprès, au fait, des gens, des usagers, quel que soit leur niveau de vie et leur niveau de connaissance. Et je parle en particulier, au fait, de Madagascar et de Cameroun, deux pays où Kouroubé, aujourd'hui, est présent. Et je me suis dit, en intervenant une fois au Cameroun, je me suis dit comment, au fait, parler de wallet, de monnaie complémentaire, d'un nouveau système de paiement. Et c'est là où j'ai été vraiment fasciné parce que les gens étaient plus vraiment connaisseurs que moi. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment frappé. Et face à cela, il y a aussi aujourd'hui l'intérêt que tout le monde porte sur les technologies dites disruptives. Et on parle beaucoup de blockchain. Qu'est-ce que c'est que le blockchain? C'est quoi? Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène porteuse d'espoir? Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui questionne beaucoup. Est-ce que les banques vont disparaître par rapport à ces nouvelles technologies disruptives? Et c'est à partir de ces constats-là que j'invite nos guest speakers en premier lieu à partager leur vision sur les enjeux qui touchent l'écosystème sur ces points évoqués. Pour ce faire, Toud parlera d'une ou deux phrases des enjeux d'inclusion financière. Nyang évoquera en tant qu'avocat de métier les enjeux de la régulation et Yang mentionnera une ou deux solutions technologiques en rapport avec ces technologies dites disruptives ou les technologies en lien avec les systèmes de paiement. Et ces interventions-là seront par la suite complétées par les propos de nos guests invités qui apporteront leur point de vue à la fois sur les enjeux évoqués par nos guests speakers et de nous partager leur expérience, leur retour d'expérience sur ce qu'ils font au quotidien ou ce qu'ils regardent par rapport à la question de régulation, par rapport à la question de monnaie hybride, de monnaie complémentaire. Je vois à peu près Denis qui est déjà prêt et certainement Maurice en train d'y réfléchir sur ce point. Je sais aussi que Tslavn a des solutions à proposer en la matière, telles que Madame Nour, et c'est pas en reste le GEM qui a une vision certainement plutôt globalisante sur ce qui est en fait du rôle des acteurs, à la fois institutionnels et aussi le rôle des acteurs de la société civile sur peut-être comment financer, comment ça passe le financement de ces solutions-là et comment surtout les gens, les users comme nous, comment en fait ils approprient ces solutions. Donc voilà, cette introduction sur la stratégie sur les stratégies auxquelles on peut échanger.
Et c'est un plaisir pour moi de donner la parole à M. Thierry Radzone, qui est au fait donc le président du groupement des entrepreneurs malgaches. Merci à vous. Oui, alors effectivement, pour simplement encore vous mettre encore dans le bain, on laisse un peu le suspense. Bien sûr, on va donc laisser la parole par la suite à nos intervenants et aux invités. Juste une chose, il y a effectivement donc aujourd'hui des enjeux, les enjeux qui vont être explicités, étayés au fur et à mesure. En ce qui concerne les enjeux de l'inclusion financière, je me rappelle de cette phrase, en tout cas de l'ancien secrétaire général de l'ONU, et je m'en arrêterai là. Kofi Annan, c'était effectivement il y a, je crois, pratiquement 20 ans, en 2013, il disait la phrase suivante: la dure réalité reste que la plupart des populations les plus pauvres n'ont pas encore accès à des services financiers pérennes et viables, qu'il s'agisse d'épargne, de crédit ou d'assurance. Disait-il, l'enjeu essentiel sera donc pour nous d'éliminer les contraintes qui excluent les plus démunis d'une pleine participation au secteur financier. Et il met un 3 points de suspension. Et pour terminer, ensemble, disait-il, nous pouvons et nous devons mettre en place des secteurs financiers inclusifs qui aident les gens à améliorer leurs conditions de vie. Voilà, je voulais tout simplement signaler l'existence de cette phrase pour passer ensuite, laisser la parole à notre cher Miand pour encore une fois nous mettre dans le bain par rapport à ces enjeux. Et en ce qui te concerne, Miand, ce sont les enjeux liés, je pense, à la régulation. Oui, merci toutes. Alors, très rapidement, je ne vais pas m'attarder, juste 2 minutes. Parler de la régulation, c'est d'abord évoquer les acteurs privés et les acteurs publics qui ont un rôle à jouer pour favoriser l'innovation numérique. Et cela en incluant évidemment les citoyens dans cette dynamique. Alors, par exemple, pour le rôle des entreprises, on sait tous qu'aujourd'hui, les entreprises s'imprègnent des nouvelles technologies pour apporter encore plus de valeur à leur activité. Alors toutefois, on peut relever qu'elles ne sont pas encore bien rodées pour se donner, entre elles, des règles collectives ou vertueuses pour à la fois innover et protéger les consommateurs. Ça, c'est une question, une problématique qui doit se poser dans le terme de la régulation. Mais cette dynamique, elle est aussi visible chez les acteurs publics qui prennent aujourd'hui, à Madagascar surtout, de plus en plus conscience des plus-values de l'innovation digitale. Il me semble que certains ministères ont déjà mis en place à Madagascar quelques solutions digitales qui visent à lutter contre le secteur informel ou alors à réduire toute forme de corruption. Mais la régulation, c'est avant tout, et c'est aussi l'élaboration d'un cadre légal adapté à l'évolution de cette de la technologie. Nous le savons tous, un texte de loi vise à encadrer juridiquement une situation. Et lorsqu'une situation est nouvelle dans la société, eh ben, une réforme ou une modification des textes s'impose. Concernant Madagascar, l'arsenal juridique de Madagascar n'ignore pas du tout ces évolutions et prennent en compte les nouvelles technologies. Pour ne citer qu'un seul exemple, je voudrais évoquer la loi numéro 2016-056, si ma mémoire est bonne, qui concerne la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique. Alors, cette loi a été élaborée pour donner un cadre légal à l'essor du mobile banking et des porte-monnaies électroniques à Madagascar. Alors, nous savons que, par exemple, on a cité le premier opérateur de l'établissement de monnaie électronique, Mvoul, a commencé à
à exploiter cette nouvelle technologie sans pour autant avoir le cadre légal pour pouvoir le faire. Mais évidemment, l'enjeu de la régulation, c'est d'adapter, mettre en place cette régulation. Alors, pour terminer, je dirais que l'enjeu de la régulation suppose une réflexion collective et concertée entre les différents acteurs pour permettre d'apporter une solution juridique efficace, qui soit efficace par rapport à l'essor de ces nouvelles technologies. Cela, évidemment, pour renforcer la sécurité des affaires dans cette transformation économique et sociale au travers de l'innovation digitale. Je vous remercie. Je passe la parole à Janč qui va nous parler des enjeux du transfert de savoir-faire. Merci Mianch pour ton intervention. Merci à tous. Donc, les enjeux du transfert de savoir-faire. Donc, pour faire suite par rapport à tout ce qui était dit précédemment, je pense qu'il est important d'abord de noter que nous faisons partie de cette nouvelle génération qui a eu la chance de grandir à travers cette transition dans l'ère de la digitalisation, qui, à mon avis, a un énorme impact sur notre manière de vivre, de travailler et de communiquer. Tout cela, en fait, tout ce qui a été réalisé, en fait, je dirais, il y a 15-20 ans, c'est maintenant devenu obsolète. Et cette nouvelle révolution numérique et digitale dans laquelle nous vivons maintenant est, à mon avis, indispensable pour le bon fonctionnement de la société de laquelle on vit aujourd'hui. En matière de digitalisation, à mon avis, tout est encore à faire à Madagascar, surtout dans le public, où on se retrouve souvent face à des blocages technologiques ou humains qui empêchent vraiment le progrès, ou sinon les réticences au niveau des personnes elles-mêmes, en fait. Dans le privé, par contre, il est plus facile d'adopter cette manœuvre, les scopes étant plus réduits, mais tout à fait applicables dans le public. D'où, à mon avis, la nécessité d'une plus étroite collaboration entre les deux parties, afin de partager justement les expériences sur ce qui a déjà été réalisé dans le privé, qu'on pourrait dupliquer éventuellement dans l'administration publique. Malheureusement, c'est tout ce que l'accès à la technologie est encore très limité à Madagascar, surtout pour le grand public. Et ça varie énormément sur l'ensemble du territoire. Parce que qui dit transformation digitale dit aussi avoir accès à divers canaux de communication, que ce soit Internet, la téléphonie mobile ou autres technologies similaires. D'où la nécessité de l'expérience du privé qui, à mon avis, doivent plus se pencher sur ces solutions pour aider le public. Donc, le transfert de savoir-faire prend tout son importance maintenant dans cette transformation économique à travers le digital. Et comme bien je l'ai dit tout à l'heure, les acteurs privés et publics doivent donner le ton pour pousser justement les citoyens à suivre et prendre le relais pour vraiment s'imprégner de cette transformation digitale et numérique. Donc, à mon avis, tout ce transfert de savoir-faire de se faire de manière pédagogique, simple et bien encadrée afin que la population puisse en bénéficier et l'utiliser de la meilleure manière possible, parce que c'est la population au final qui en sera le premier bénéficiaire. Donc malheureusement, on dirait que nous, on n'est pas là, parce que j'allais la présenter, mais du coup, je pense que... Comment on fait tous? Tu veux bien, je te passer directement la présentation de Thierry, alors? Voilà. Et si jamais Nour se revient, je la présenterai. Alors, nous allons tout simplement, avant qu'elle arrive, en tout cas on l'espère, passer à la présentation de notre très cher conférencier intervenant, Thierry Radzone. Je te laisse bien le présenter, à moins qu'il puisse directement se présenter aussi. En tout cas, laissons la liberté, en tout cas, et la simplicité s'imposer durant cette réunion. Juste ton micro, donc, Mia. Remercier Thierry Radzone pour sa présence aujourd'hui à ce webinaire. Alors, Thierry Radzone, comme vous pouvez le voir, est le président du groupement des entreprises de Madagascar.
Il est également l'associé fondateur et le gérant de FTHM Consulting. Donc, au titre de président du groupement d'entreprises à Madagascar, c'est le représentant, on va dire le président du secteur privé, en tout cas de la plus grande représentativité du secteur privé à Madagascar. Je pense avoir dit l'essentiel sur sa présentation. Évidemment, libre à M. Thierry Radzone de rajouter des points sur cette présentation. Et tout de suite, dans la foulée, je l'invite à prendre la parole pour une parole libre, j'ai envie de dire, sur tout ce qui a été évoqué, les différents enjeux et ces stratégies de l'innovation digitale pour Madagascar. La parole est à toi, cher président, cher Thierry Radzone. Bien, merci Mianj, merci à INSMAD pour avoir initié et organisé ce webinaire sur un sujet ô combien d'actualité et important. Donc, vous avez choisi le thème de la transformation économique et sociale au travers de l'innovation digitale appliquée en particulier à Madagascar. Alors, Mianj m'a présenté tout à l'heure. Je voudrais, merci de cette courte présentation, mais qui dit l'essentiel. Mais je voudrais peut-être juste rajouter une autre casquette et qui peut être pertinente par rapport au sujet qu'on va traiter. C'est le fait que je suis président du conseil d'administration de la dernière année des banques à Madagascar, qui s'appelle CIPEM Bank, qui est une ex-institution de microfinance et qui est devenue banque il y a maintenant 5 ans. Voilà, c'est la dernière année des banques sur le plan légal, mais ce n'est pas pour autant la plus petite des banques. En revanche, je tiens à le souligner, c'est sans doute la seule banque qui soit détenue majoritairement par des capitaux privés malgaches, et qui soit dirigée par les malgaches. Voilà, donc j'ai l'honneur d'en être à la fois l'actionnaire et bien sûr, et président du conseil d'administration. Alors, comme je l'ai dit à Mianj, je n'ai pas prévu en particulier de slides, de présentation sur un sujet aussi vaste et je reste très ouvert aux questions que vous pourrez me formuler. Donc, je note les grands titres. Quelle stratégie pour Madagascar, et puis des sous-thèmes, sous-questions. Quel retour d'expérience depuis 10 ans, quel mode de gouvernance adopter et quelle synergie à créer. Donc, c'est très vaste, il y a beaucoup à dire. Bon, je ne vais peut-être pas développer tous ces points-là, mais dire ce qui me paraît être essentiel aujourd'hui dans le contexte malgache en particulier. Alors, même si cette thématique est très d'actualité et importante, force est sans doute de constater qu'à Madagascar, en particulier par rapport à d'autres pays africains, qui est notre environnement direct, nous sommes quelque peu en retard, non seulement en termes de couverture Internet de la population, nous faisons partie des pays africains où le taux de couverture Internet est un des plus faibles, moins de 10%. Mais quand même, nous sommes un des pays africains dont on dit qu'on a cela dit, on doit aussi reconnaître que même si on a un niveau de qualité peut-être qui est supérieur à la moyenne, le coût de la connexion Internet est aussi un des plus élevés en Afrique. Donc tout ça pour vous dire que si on a quelques avantages, on a aussi des inconvénients, mais quoi qu'il en soit, il faut sans doute reconnaître que cette innovation digitale, cette transformation digitale, et je rejoins tout à fait les propos de Mianj tout à l'heure, ne constitue pas encore aujourd'hui une vraie stratégie d'État, une vraie stratégie nationale, et qu'elle reste confinée à des initiatives privées, d'entreprises de télécom, d'entreprises informatiques, mais qu'il manque réellement une vraie option nationale pour en faire un outil de transformation économique et sociale
et en faire un vrai vecteur d'économie. Nous avons tous traversé cette année 2020 qui se continue en 2021 autour de la pandémie, pandémie Covid-19, qui a eu un impact évident sur la façon dont nous communiquons, en particulier la façon dont nous travaillons, avec une marche forcée vers plus de digitalisation. L'année dernière, j'étais de ceux qui avaient clamé haut et fort que c'est le moment ou jamais pour transformer l'administration publique, aller à une vitesse supérieure dans un délai très court pour faire en sorte que plutôt que l'administration ferme ses portes et n'en sorte plus les usagers par crainte du Covid, comment accélérer le processus de digitalisation et permettre à ce que les usagers puissent accéder aux services de l'État de façon informatisée, de façon digitalisée, et qui aurait eu un impact très très fort et très important en matière de lutte, en particulier contre la corruption. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, cette transformation n'a pas été du tout à la hauteur de nos attentes. Il y a peut-être une administration, pour ne pas la citer, le ministère des Finances, qui a continué à développer tant soit peu son projet d'automatisation et d'informatisation de la collecte des impôts, mais ça reste très loin de ce que nous pouvons faire dans des domaines aussi stratégiques importants que les domaines, hein, où vous savez très bien que la gestion des titres fonciers est chaotique et sujette à beaucoup de corruption. Mais c'est aussi le cas des créations d'entreprises, hein, qui est piloté au niveau de l'IDBM. Il fut un temps où nous étions parmi les champions du monde en matière de réforme des affaires dans ce domaine-là. Mais depuis quelques années, on est en nette régression parce que on n'a pas su exploiter justement cette transformation digitale et que beaucoup de process sont encore assez manuels et qui freinent ce processus-là et qui nous a fait reculer dans le classement mondial. Donc, voilà, une opportunité de 2020 qui pour moi était peut-être un petit peu ratée, mais voyons plutôt l'avenir. Hein, et l'avenir, pour moi, il est vaste, il est ouvert. Et je crois une fois de plus que cette crise de la pandémie de 2019, Covid-19, devrait vraiment nous pousser de façon collective. Et quand je dis de façon collective, c'est aussi bien les pouvoirs publics que les opérateurs à identifier quelles sont les pistes qu'il faudrait développer pour à la fois faire de l'innovation digitale un moyen de transformation économique et sociale, mais en faire même un vecteur de développement économique. Alors, je vais peut-être commencer par ce dernier point, un vecteur de développement économique. Vous savez tous, je ne vous dévoile aucun scoop si je vous dis que certainement les Malgaches ont une réelle appétence et une capacité en matière d'informatique. C'est reconnu, non seulement à Madagascar, mais c'est reconnu dans les marchés que nous servons, en particulier en France, en Suisse, Eric Martif peut sans doute en dire quelque chose, au Canada, enfin dans tous ces pays francophones, où partout vous voyez des informaticiens malgaches qui arrivent à se placer. On arrive même à une situation assez triste où les informaticiens malgaches souhaitent de plus en plus s'expatrier et où les entreprises malgaches locales ont énormément de difficultés à trouver des ressources ou si elles les trouvent, c'est à des prix très élevés. Je vous donne juste un exemple. Dans le domaine où je suis, hein, le conseil, il nous arrive de recruter des informaticiens, soit pour nous, pour nos clients, mais je suis plus qu'effaré de constater que les salaires demandés par ces informaticiens-là atteignent des seuils qui n'ont rien à voir avec ce que demandent les autres catégories de personnel et qui sont directement liés à la rareté. Donc là où j'en veux venir, c'est qu'il y a là sans doute une stratégie nationale, comme à Finlande, hein, dans les années 80, où il faudrait développer la formation en masse
d'informaticiens à Madagascar, anticiper la demande et faire en sorte que demain, après-demain, ou ce lendemain, on puisse soit développer une filière de développement localisée à Madagascar, ce qui serait la meilleure des solutions, ou aussi exporter nos ressources en la matière vers des pays, soit Amérique, Canada, l'Europe, ou que sais-je. Donc, en faire vraiment une source de développement, soit en termes de secteur d'activité à Madagascar, développement informatique en particulier, ou exportation de ressources humaines, comme on peut aujourd'hui exporter des femmes de ménage au Liban ou en Arabie Saoudite. Et je pense que c'est plus smart d'exporter des informaticiens en Amérique ou en Angleterre. Ça, c'est un premier domaine. Le deuxième domaine, toujours en matière de vecteur de développement économique, vous le savez aussi, ce n'est pas un scoop, mais Madagascar figure parmi les quelques rares, qu'on peut compter sur le doigt d'une main, pays africains, en particulier francophones, qui ont su développer l'activité CRM, le Client Relation Management, les call centers, non seulement parce que les Malgaches ont des qualités humaines qui plaisent au public à lequel nous adressons, on dit surtout le in plutôt que le out, mais nous sommes aussi, alors le CRM est vaste, en particulier avec le monde anglophone, mais dans le monde francophone qui est plus limité, à côté du Maroc en particulier, nous sommes un des rares pays, peut-être avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui avons un réel potentiel de développement en la matière et qu'il faudrait exploiter à très grande échelle. Ça, c'est l'aspect vecteur de développement économique. Maintenant, si je parle de transformation économique et sociale, bon, nous sommes pauvres, ça, il n'y a pas lieu de le cacher, on ne s'en réjouit pas, nous faisons partie des pays les plus pauvres au monde, mais on peut se demander, est-ce que le moment n'est pas venu où on fait le leapfrog, je ne sais pas comment le traduire en français, le saut de la grenouille, qui consiste à brûler les étapes et à aller directement à un niveau de connaissance et de développement supérieur sans passer par les étapes intermédiaires. Où est-ce que je veux en venir? Nous n'avons pas de routes où les routes sont défoncées. Nous avons très peu d'hôpitaux où les hôpitaux sont dans un état d'élaborement avancé. Nous avons très peu d'universités où les universités sont dans un état d'élaborement avancé. Nous avons très peu d'enseignants où ils sont corrompus. Mais la demande est très forte dans les domaines de la santé, dans le domaine de l'éducation, pour ne parler que de cela. Et sans doute que le moment est venu pour réfléchir à une vraie transformation de la diffusion de la connaissance, des consultations médicales à distance, qui ne nécessiteront pas que les gens se déplacent et fassent des kilomètres pour se faire consulter, qui se déplacent pour faire des kilomètres pour aller étudier à l'université. Et une fois de plus, la contrainte de la pandémie 2019 à travers le monde doit nous amener à réfléchir par nous-mêmes, à mettre en place une telle transformation dont nous avons absolument besoin. Toujours dans je voudrais revenir sur la nécessité pour l'administration d'engager un vrai projet national de transformation digitale de tous ces process dans le domaine de gestion des titres fonciers, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Et qui devrait élargir l'accès des populations au service de l'État, avec des points d'intervention, avec un sujet que vous avez tous en tête, c'est l'innovation monétaire, comment l'inclusion financière peut être également un vecteur de développement. Alors, il est vrai que l'inclusion financière, c'est une thématique surtout à Madagascar en particulier, mais je pense qu'on peut le dire de façon générale au niveau mondial, développée à travers le déploiement des services financiers proposés par les microfinances par les
sociétés de télécom. Néanmoins, c'est un constat que je fais, peut-être que je me trompe, mais cette inclusion financière par le digital, j'ai un peu l'impression, est-ce que je me trompe ou pas, qu'elle est en train de viser un objectif de développer la consommation par les ménages pauvres ou moyens, sur des revenus faibles, mais les engager dans un processus de crédit à la consommation, avec des faibles montants. Et là, je dis clairement, ce n'est pas ça qui va contribuer au développement de Madagascar. Que ce soit un moyen de paiement, soit, mais je ne pense pas que le crédit à la consommation, surtout pour les plus pauvres, soit vraiment le vecteur essentiel de développement. Et enfin, sur le blockchain, vous savez tous que la Banque centrale a lancé un appel d'offres pour lancer le projet du IARIAR. J'avoue qu'à la fois en tant que citoyen, mais peut-être aussi en tant que président du GEM, on a été un peu surpris par cette initiative parce qu'on se demandait si est-ce qu'on ne mettait pas les charrues avant les bœufs. Certes, c'est intéressant, ne serait-ce qu'intellectuellement, mais est-ce qu'en matière de digitalisation, et notamment financière, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités plus importantes qui s'imposent? Et je voudrais citer en particulier les cartes monétiques dont Ian Rabé est ici un des fervents promoteurs. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire tout simplement une sorte de carte bleue malgache, où tous les émetteurs de cartes puissent échanger de façon opérationnelle les cartes qu'ils utilisent avant d'aller dans des technologies certes intéressantes, mais qui peut-être ne passent pas comme des priorités du moment. Voilà ce que j'avais à dire et je reste en tout cas ouvert aux questions que vous pouvez poser. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Thierry Radzone. Je ne sais pas si on t'entend, Rive Oui. ou Yann. Je t'en prie. Vas-y. Je reprends la parole pour nos auditeurs et aussi pour les participants, nos invités. Dans notre organisation, deux phrases, c'est Yang et moi qui sommes décidés, en fait, d'animer ce webinaire. Donc, je souhaite abonder et rebondir sur ce que a dit le président du groupement des entreprises de Madagascar, donc en tant qu'institution, où en effet, le groupement, le GEM, a une vision vraiment très large selon ce que j'ai compris, selon ce que j'ai noté, et surtout en matière de vecteur économique. Et de là, il a parlé en dernier lieu, en fait, la problématique donc le sujet de l'IARIAR. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui pour Madagascar dans ce cadre de transformation économique? C'est une question, on a eu échangé un soir avec le président du GEM sur ce point-là. Juste, j'ai envie de rajouter, pour que les choses, pour éclaircir un petit peu sur le blockchain, c'est que le blockchain pour chaque malgache, est-ce qu'il est clair ou est-ce qu'il est clair aussi pour le plus commun des mortels aujourd'hui? Je me pose la question, est-ce que le blockchain, c'est quoi? Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que ça aide à réguler, en effet, la circulation et les flux monétaires? Est-ce que c'est tout ça? En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas encore stable. Mais ça suscite l'engouement. Est-ce que le blockchain permettra, par la suite de cette transformation, de cette stratégie de transformation, en fait, en matière de transfert de compétences, si j'ai bien compris ce qu'a dit le président du GEM, compte tenu, en fait, de l'état des lieux de l'accès à Internet à Madagascar et compte tenu aussi de l'état énergétique à Madagascar, c'est peut-être encore, on n'en est pas encore là. Mais il y a cet engouement-là. Alors, comment faire face à ces engouements et à ces contradictions, à ces questionnements?
Je pense que c'est aussi un des objectifs de cette discussion aujourd'hui, puisque nous avons par la suite l'intention de préparer un livre blanc après notre échange. Il y a donc une vision globale donnée par le GEN, transformation assez rapide, disait Monsieur le Président, au fait de l'administration, et ça j'en suis entièrement d'accord sur le service de l'État, mais comment le faire? Parce que si on prend le cas de Madagascar ou d'autres pays africains, les fonctionnaires sont encore payés aujourd'hui en numéraire. Ils ont peut-être de plus en plus de comptes bancaires, et encore, et en fait, c'est aussi une transformation peut-être de la mentalité, comment accompagner aussi la mentalité des utilisateurs, des citoyens, pour aller vers cette transformation digitale, et comment leur donner confiance. Parce que si aujourd'hui, si on prend l'exemple des petits porteurs de projets dans l'économie sociale, ils ont du mal à accéder au crédit. Ils ont du mal à accéder au crédit et surtout au microcrédit. Et comment leur donner confiance davantage s'il y a cette transformation au niveau de l'administration. C'est un ensemble de points auxquels peut-être je vais inviter nos guests invités à intervenir, sauf si M. Thierry Radion a rajouté. Donc, en premier lieu, M. Thierry Radion peut répondre, et par la suite, on va procéder peut-être à interviewer ou à demander à Maurice d'apporter son point de vue, après à Denis, et après à Slav, et après à Eric. Merci. Je pourrais intervenir, si vous voulez, pour placer un peu un point de vue, peut-être déclencher, pas déclencher, inspirer, puisqu'on est dans une... Et te présenter également si tu le souhaites. Merci. Oui. Donc, Maurice André Miaz, sur le plan professionnel qui sert dans l'extra-professionnel, bon, je suis ingénieur et métier, et Paris-Tech et SEC, et j'ai, dans l'industrie, pratiqué toutes les fonctionnalités, j'allais dire, de la recherche, en tant qu'ingénieur, dans l'ingénierie, de la recherche, la conception, réalisation, après stratégie, contrôle de gestion dans différents secteurs. Donc ça me donne un petit peu la vision française, pas de Madagascar, et c'est là qu'on se complète, des besoins. Et aujourd'hui, je suis à la fois beaucoup plus plutôt dans la partie associative et accompagné de professionnels. Dans la partie associative, je suis le président de ICDD, Innovation citoyenne et développement durable, dont notre but est de regarder les innovations simples, fiables, pas chères, transférables, trouver dans le monde pour l'introduire dans la société, que ce soit au niveau des produits, des services, que des façons de fonctionner dans les territoires, quels sont les éléments innovants pour amener la mobilisation. Je suis également, et cette association est membre, en tout cas, de la Fabrique du Futur, qui est une association, une SAS que nous avons créée en 2017, dont le but est de regarder ce qui est futur, désirable, soutenable, et d'y arriver. Nous sommes une soixantaine d'associés dedans, et l'année dernière, et c'est là que je veux en venir, on retrouve le même contexte dans tous les pays après le Covid, qui est de dire, où est-ce qu'on va aller, puisque tout s'effondre, entre guillemets, ou tout change en tout cas. Est-ce qu'on va continuer tel qu'on est aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut aller vers quelque chose d'autre, acter le principe de l'effondrement que vous connaissez tous, qui est que avec ce qui se passe aujourd'hui, il y aura des conséquences graves. Et nous, dans cette équipe, comprenant notamment l'Université catholique de Lille, connue dans le monde entier pour travailler depuis longtemps sur l'étude des nouvelles civilisations, nous avons pris une voie, j'allais dire, d'optimisme, de dire que l'homme a la capacité, la société a la capacité d'évoluer
et de trouver la bonne voie d'un futur désirable, souhaitable. Et nous avons répondu à un appel de France Stratégie dans cette période de mai, de mars, avril, sur mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant comme modèle. Et nous sommes arrivés à un modèle que nous avons appelé pour une France prospère, humaniste et sociale, écologique et symbiotique. Et en diffusant ce document un peu à mes amis depuis l'année dernière, je disais, et si Madagascar pouvait être, si on pouvait faire un projet pour Madagascar, prospère, humaniste et social, écologique et symbiotique, ça serait pas mal. Donc la question, là où je veux en venir là-dessus, c'est que nous sommes arrivés, après ce travail intense de 2-3 mois à 30 consultants, sur un ensemble qui rejoint les mêmes préoccupations que Madagascar et les autres pays, mais avec des solutions différentes et surtout des avancées différentes, parce que notre conférencier Thierry Alzone a bien explicité que de ce côté-là, le privé est en avance et que le public est en retard. Je voudrais le rassurer que même dans les pays avancés, même le public est en retard. J'avais dit, hein, recherche des informations. Nous sommes sur 5 piliers là-dessus, qui est quand même basé sur le modèle de dire, mais comment peut-on faire bouger cette société? Il y a la façon de la faire bouger par le haut, toujours les 20% qui dirigent, qui donnent les orientations. Nous sommes dans cette tendance de plus en plus qui est de dire, le développement se fera par les territoires, par la base, et c'est à ce niveau-là qu'il faut que la société, la direction, l'État vienne puiser, récupérer, être un petit peu, j'allais dire, surfer sur ces énergies, sur ces innovations qui se trouvent derrière. Alors, ce modèle-là se décline de la façon suivante, en termes, en tout cas, de priorité. Il y a 5 piliers et on rejoint vraiment ce qui est à faire. Il y a d'abord à développer un écosystème de la connaissance. Aujourd'hui, c'est par la connaissance, par le développement de la logique apprenante un peu partout, et qu'il faut produire et diffuser. Et là, on rejoint la partie informatique, disons digitale, qu'il faudrait s'attaquer. Et deuxièmement, il faut faire une transformation numérique et organisationnelle de la société, avec un certain nombre d'actions derrière. Bien sûr, nous sommes pour le développement durable et y installer tous ces objectifs de développement durable. Et tout ceci amène à repenser une sorte de contrat économique, social et environnemental. Ça fait une sorte de boucle qu'il faut mettre en place. Et si je reste un petit peu sur les 2 premiers piliers, qui est l'écosystème de la connaissance, et le deuxième, la transformation au niveau de l'organisation de l'information, je lis un petit peu pour vous, disons, pour titiller un petit peu dans votre esprit ce qui pourrait arriver dans ce développement de l'écosystème de la connaissance pour favoriser la production et la diffusion des ressources informationnelles. Il faudrait prendre en compte le fait qu'il y a mettre en place un choc de l'intelligence pour aller vers une logique d'apprenance, c'est-à-dire développer cette partie apprenance qui existe déjà, et ensuite l'emmener dans l'éducation nationale, l'emmener dans la partie formation professionnelle, puisque là-dedans, c'est là-dedans qu'on traduit ça de façon un peu concrète, et peut-être un terme qu'on n'entend pas souvent à Madagascar, c'est de faire des tiers-lieux interconnectés. Ce sont ces endroits où on se retrouve un peu partout pour pouvoir trouver des solutions des territoires. Ça existe, mais il faudrait le développer. Et les interconnecter, ça veut dire aussi il y a du digital derrière. Et comme on est obligé dans toute cette affaire de faire des actions pédagogiques auprès des médias, il faudrait là-dedans récupérer les informations et les communications et les transformer. Mais comment? Les journaux ne suffiront plus. Il y a derrière également l'aspect immatériel, digital. Alors, le deuxième plot, penser en même temps à la transformation des organisations et la transformation numérique. Nous sommes là-dessus puisqu'on est parti sur cette idée que c'est par les territoires qu'on commence, par l'idée de mettre au service de ce fonctionnement l'économie circulaire et également mettre une sorte de stratégie industrielle numérique au service de la nation et de sa transformation. Ce sont les mêmes préoccupations que j'entends quand je vous écoute. Développer un laboratoire d'interopérabilité, car c'est un élément extraordinaire.
Je pense que c'est le deep frog dont on parle, c'est à ce niveau-là qu'il faut déjà réfléchir, car ici, ça fait longtemps que l'interopérabilité est complètement un peu derrière, et on a un chapitre qui dit un accompagnement des impacts numériques dans tous les domaines, y compris monétaires. Donc, c'était juste pour planter le décor, peut-être pour inspirer les uns et les autres sur une sorte de voilà ce qui se passe ailleurs. Nous sommes en train de bouger, le privé est en avance, l'État a besoin de stratégie. Il y a peut-être là-dedans, dans cette sorte de miroir, occasion de puiser. Voilà. Merci pour cette interview, pour votre écoute là-dessus. Oui, merci Maurice. Je reprends la parole parce que tu as plus insisté ton rôle parmi d'autres, aussi importants les uns que les autres, sur le monde associatif. Et tu as évoqué, je l'ai bien noté, au fait sur une stratégie territoriale à apporter à Madagascar pour le développement du pays basé sur les 5 piliers. Et parmi lesquels tu as dit, il y a l'interopérabilité. Et je fais le lien avec ce qu'a dit le président Dugen, quand il a parlé au fait de peut-être de mettre en place une carte bleue malgache. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cartes bleues existent, privatives à Madagascar, chaque banque apporte une carte bleue. Et j'ai envie d'intervenir, j'ai envie de demander à Eric Marty, qui se présente, de sa façon de voir dans cette interopérabilité, il y a également, puisqu'il y a un projet à Madagascar de ce qu'on appelle le switching bancaire, c'est-à-dire la facilité, une solution au fait pour l'existence, pourquoi pas, peut-être un protocole ou voire une régulation de carte bleue malgache. Et est-ce que dans cette transition que je fais, est-ce que cette interopérabilité, par exemple sur les cartes bleues pour une carte bleue malgache, est-ce que cela aidera davantage ou facilitera davantage l'amélioration ou la transformation dans cette idée de stratégie territoriale? Peut-être que Eric parlera, enfin j'invite Eric à parler sur cette question d'interopérabilité et le rôle des switching bancaires, parce qu'il y a beaucoup travaillé là-dessus dans d'autres pays africains, et peut-être faire revenir sur toi, Maurice, sur ce que tu souhaites préciser sur la stratégie territoriale, et peut-être par la suite directement passer à Denis, parce que sur la question stratégie territoriale, il est clair qu'il a beaucoup participé, entre autres, sur la mise en place des monnaies complémentaires, notamment à Paris. Moi aussi, j'ai participé. Donc voilà, le décor est planté pour alimenter davantage nos échanges et pour que ça soit aussi quelque chose qui intéresse nos éditeurs à la fois à Madagascar et ailleurs. À toi la parole, Eric. Merci Rivo, bonjour. Du coup, comme tu disais, je me présente rapidement. Donc Eric, je suis l'associé et le fondateur, un des fondateurs d'un cabinet de conseil, Pôle Consulting, qui est spécialisé dans le domaine des paiements. C'est un cabinet en stratégie. On intervient en France, en Europe et beaucoup aussi sur le continent africain. On a accompagné pas mal de projets dans le domaine des paiements, des monnaies digitales, du paiement mobile, un petit peu partout sur le continent. Donc, par rapport aux questions ou par rapport au sujet que tu abordes, effectivement, le thème de l'interopérabilité, c'est un thème clé. Parce que c'est ce point-là qui va permettre à l'ensemble des acteurs d'interagir, notamment au niveau des paiements. Et puis, c'est ce qui va permettre de développer l'adoption. Donc, effectivement, l'interopérabilité, c'est un sujet clé. Tu parlais de switching. Alors, le switching, c'est une problématique qui est liée, en fait, à la mise en place d'un switch qui permet à l'ensemble des acteurs d'interagir avec leur système de paiement. Je crois qu'à Madagascar, il y a un projet de switch mobile. C'est des projets qui, aujourd'hui, sur le continent, on les voit se développer et fleurir un petit peu partout, parce qu'effectivement, c'est une réponse, un moyen
d'assurer cette interopérabilité. L'interopérabilité, c'est donc donner la possibilité aux différents acteurs qui proposent du paiement et qui opèrent des monnaies, qu'elles soient qui sont digitales, d'interagir entre eux et donc aux utilisateurs finaux, bien sûr, qui utilisent un service, de pouvoir adresser les utilisateurs d'un autre service au moyen de cette interopérabilité et de ce switch. Voilà. Est-ce que ça répond? Ça participe à alimenter le débat. Du coup, par rapport à cette interopérabilité, Maurice, donc ce que tu appelles en fait la stratégie territoriale avec la capacité humaine de transformer la société, comment tu vois en fait la place de cette interopérabilité auprès des usagers associatifs ou auprès des citoyens à Madagascar? Je parlerai plus d'abord de comment nous on le voyait ici, dans sa logique. Le développement des territoires se ferait dans des endroits où les personnes se rassemblent, appelés tiers-lieux. C'est un mot simplement pour dire qu'on sort de chez soi, on se rencontre où on peut se rencontrer et développer un travail collectif pour se saisir des problèmes du territoire à découvrir. Et donc, cet ensemble-là va échanger des informations. Ça devient une sorte de plateforme qui utilise tous les moyens de la partie digitale pour favoriser ces échanges. Et une fois que c'est fait, il ne s'agit pas simplement de le faire au niveau d'un seul tiers-lieu, je ne sais pas, moi, Antsiabé ou Atana, il va falloir les interconnecter. Donc, en résumé, ce travail que j'appelle au niveau du territoire, ramené en utilisant le maximum le digital, puisqu'il faut s'échanger des informations en dehors des réunions, devrait pouvoir se connecter à d'autres endroits pour que, globalement, l'ensemble de tous ces mouvements rentre dans une sorte c'est là que se crée d'ailleurs, j'allais presque dire, la synergie. Ici, il y a 1800 tiers-lieux en France. Je suis également membre fondateur d'une association qui s'appelle STJ Champion France, qui ambitionne d'exister dans 193 pays, dont le but est plus particulièrement d'appuyer tout ce qui est projet de développement durable, y compris leur financement, sensibiliser la population, les former, leur donner les moyens d'aller un peu plus loin dans le développement durable. Je prends ça comme exemple, puisque dans notre stratégie aujourd'hui, c'est d'aller auprès de ces 1800 tiers-lieux en France, c'est-à-dire des endroits différents qui se regroupent pour réfléchir, pour essayer, au niveau d'une centaine, de les appuyer. C'est juste pour dire qu'à Madagascar, sous cet angle-là, ça existe déjà certainement, mais plus ou moins développé. À Tana, ça existe sans le savoir, mais dans d'autres endroits, ça n'existe pas. Le développement est à faire. Alors, pour illustrer ce que cela veut dire, en ce moment, je suis avec ICDD et des partenaires à développer l'eau et l'assainissement à Marja, dans la Save, pour lequel on a un procédé, on utilise justement les procédés les plus d'actualité et simples, pas chers et fiables. J'en parle puisque voilà un cas typique d'application de ce qu'on est en train de faire. Et dans notre offre, il y a cette idée qui est de partir, d'amener cet ensemble pour valoriser la commune et il va se passer là-dessus l'équivalent de terre-lieu et autres d'échanges qui pour l'instant se fait sur papier partout sur Madagascar. Et imaginons, faisons un rêve où le digital arrive dedans, où tout ça se fait de façon interconnectée et ceci pourrait servir ailleurs.
dans ce que je suis en train de faire. Nous sommes avec une ONG qui est au centre universitaire régional de la Save, qui s'appelle l'ONG CDD. Donc, on est un peu dans un endroit privilégié puisqu'on va marier la technologie, disons, les innovations du CDD sur Madagascar avec un centre universitaire, mais c'est pas tout le cas à Madagascar. Je dirais que quel que soit ce qui arrive, il faudrait réussir à faire ces plateformes, ces lieux de développement avec le digital pour les interconnecter et faire en sorte que globalement on soit alignés. Merci Maurice. Je m'adresse directement à Denis, puisque le tiers-lieu, je pense qu'il saura de quoi en parler quand il va parler de la mise en place des monnaies locales complémentaires, une expérimentation que je partage avec lui, mis en place également. Alors, Denis, dans l'explication, dans les échanges jusque-là, on parle au fait de tiers-lieu, on parle au fait donc de comment faire participer les citoyens, comment faire en sorte que l'interopérabilité, en tout cas sur le système de paiement, si bien expliqué par Eric, soit bénéfique pour toute la population, et comment faire en sorte que cette avancée en fait technologique des privés soit aussi bénéfique pour la partie publique. Je te laisse la parole en te présentant et en expliquant ton point de vue sur la globalité de notre échange et sur ces points particuliers. Merci. Et merci beaucoup, Rive, de m'avoir, en tout cas, transmis pour que je puisse m'exprimer. Bonjour à tous. Merci, un merci particulier aux organisateurs d'avoir déjà, je pense, pensé à un thème que moi, je pense être porteur et aussi un thème d'avenir. Un thème d'avenir parce qu'on parle de la digitalisation. Et donc, mon intervention va être axée sur 3 axes. L'axe, parce que c'était dit avant, l'axe des enjeux. Quel est l'enjeu de la digitalisation ou de la transformation digitale? On avait aussi évoqué un peu la notion de retour d'expérience. Donc, parmi les échanges qu'on a eus avant, je vais vous citer un peu le côté expérimentation de cette nouvelle technologie dans notre cabinet, donc Citizen Can. Et mon dernier point va être sur, puisque là on parle de livre blanc, quel doit être, selon moi, par rapport à ma vision, quels sont les axes où nous devrons œuvrer pour que cette digitalisation ou la transformation digitale puisse être au service de l'économie réelle. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Denis Sumudranga. Je suis cofondateur du groupe Citizen Can. Citizen Can existe maintenant depuis 2007 et Citizen Can est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des flux financiers, dont l'écosystème, c'est la gestion de trésorerie des risques de marché. Nous accompagnons nos clients dans l'implémentation de leurs projets autour de ces 2 niches et nos parcs clients sont des banques, des corporates et des institutions financières. On a notre filiale en Espagne et en Angleterre et Citizen Can maintenant existe depuis 15 ans et nous sommes à peu près une trentaine de consultants. Je suis également vice-président de FIFPAMA Paris, puisque nous sommes ici des acteurs de l'économie malgache. Donc, FIFPAMA est un groupement patronal malgache et nous représentons en tout cas FIFPAMA à Paris. Ceci étant, mon intervention, donc, c'est pour dire quels sont les enjeux. Pour moi, il y a 2 choses. Les enjeux autour de la digitalisation ou de la transformation digitale doivent être d'une part sociaux, des enjeux sociaux et des enjeux sociétaux. Dit autrement, pour ma part, il faut que la digitalisation ou la transformation digitale puisse œuvrer
au bien-être économique des citoyens. Et je pense que, sincèrement, j'ai bien dit que c'était un sujet porteur et un sujet d'avenir. Il me semble que cette transformation est en marche et quelle que soit l'entité juridique, économique, morale, on doit, je pense, accélérer cette transformation digitale parce que c'est l'avenir. Tu as parlé, Maurice, de l'économie circulaire, symbiotique, pardon. Vous avez parlé justement de l'interopérabilité. On a parlé de e-ARIA, on a parlé de blockchain, on a parlé de monnaie complémentaire. Tout ça, au fait, veut dire quoi? Veut dire que la transformation numérique doit être un sujet d'actualité pour que justement nous construisons une sorte que j'appelle moi une économie des citoyens, une économie humaine, pour éviter justement que la dérive de la finance telle que nous connaissons aujourd'hui puisse être palliée. Néanmoins, je pense que quand je dis qu'il faut que la digitalisation soit au service de l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme toute nouvelle technologie, comme toute transformation, elle doit être régulée, cette transformation. Mais parce que le principe de base même de la digitalisation, où là on parle de blockchain, c'est effectivement ce que j'appelle moi cette notion de désintermédiation. Il n'y a plus un centre de régulation parce que justement c'est la technologie même qui permet que tout est tracé. C'est bien. Mais pour ma part, je pense qu'il n'y a pas d'inclusion économique, il n'y a pas cette transformation économique et sociale si, quelque part, il n'y a pas d'aspect juridique, il n'y a pas de cadre légal qui doit être mis en place autour de cette technologie pour que justement, cette digitalisation doit être au service de la société au sens large. Et pour notre livre blanc, je pense que pour aller plus loin, nous devons poser la question de l'utilité. En quoi cette digitalisation, en quoi la transformation digitale est utile à soi-même, utile à l'autre, utile à la société au sens large. Et en prenant cet axe de l'utilité, on peut demain juger la notion de fédération justement des citoyens par rapport à cette nouvelle technologie. Donc ça, c'est premier point sur l'enjeu. Deuxième point de mon intervention sur retour d'expérience. Tu as cité, Riff, lors de notre préparation, nous, en tant qu'un cabinet de conseil, on est plus sur la veille. Et notre veille, donc, était naturellement sur les monnaies complémentaires. Entre-temps, donc ça date de 2010, donc on avait imaginé un peu, parce que c'était normal, une monnaie complémentaire. Et en discutant en préparation de ça, cette monnaie complémentaire, aujourd'hui, en tout cas, il a beaucoup transformé parce que maintenant, on parle de monnaie digitale. Là, on a parlé de ARIA, on parle de crypto-monnaie. Maintenant, on parle de stablecoin, etc., etc. Donc, le monde bouge. Et dans cette transformation, ce que je peux dire, c'est que nous avons chez CitizenCan, en tout cas, essayé de répondre aux besoins de nos clients dans la mise en place qu'on appelle la dématérialisation des pouvoirs bancaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'était rendu compte que dans les entreprises, surtout comme notre parc client, donc ils sont du Total, Alstom, Danone, Schneider Electric, la notion de pouvoir bancaire était une tâche qui était chronophage. Donc nous avons en tout cas imaginé une technologie, du moins un outil pour la gestion des pouvoirs bancaires autour de la technologie blockchain.
néanmoins, je profite justement de ce webinaire et notre président du GEM qui a donc parlé de la banque CIPEM, c'est que dans cette vision disruptive, on se heurte justement aux banques pour dire est-ce que justement cette transformation ou cette dématérialisation des pouvoirs bancaires, est-ce une bonne chose pour les entreprises? Est-ce que c'est aussi un axe de fidélisation des clients? Et c'est sur ce point-là qu'on se bat. On est en contact avec la banque BGL, avec Fortis, avec la BNP, mais j'avoue que c'est un sujet preneur et qui, je pense que si ça marche bien, va faire une évolution, en tout cas surtout nous dans notre niche, donc qui est l'EDI, la communication bancaire et tout ce qui est gestion du cash management. Donc je pense que ça peut faire une transformation. Donc ça c'est le deuxième point de mon intervention. Troisième point, le futur. Le futur. Moi, je pense que cette notion de cadre juridique ou cadre légal peut faire en sorte que demain, la transformation digitale découle de la confiance que nous plaçons en elle. C'est que même si ces nouvelles technologies, c'est sur la désintermédiation, mais je pense que si on ne met pas de cadre légal, si on ne met pas un aspect juridique fort, il n'y aura pas de confiance dans cette transformation numérique. Et c'est ce cadre agile, différent en tout cas de ce tiers de confiance qui peut faire en sorte que demain, le pays, l'organisme, l'entité qui met en place cette transformation écologique pourrait faire un gap de gestion, un gap technologique, mais parce que moi, en tout cas, je suis persuadé de cela, c'est que, pour finir, c'est une voie, il faut absolument y aller. 2, il faut qu'il soit au service de la société au sens large. Et 3, il faut qu'il soit régulé, mais parce que sans régulation, ce ne sera pas une évolution du futur. Voilà en tout cas ma vision par rapport aux différents sujets qui étaient évoqués auparavant. Très bien. Je te remercie beaucoup, Denis, par rapport à ce que tu viens de dire. Et je n'ai pas tout noté, mais tu as parlé de la mise en place, peut-être, dans ma compréhension, de mon écoute, d'un axe de fidélité avec les banques. Et je souhaite profiter de ce que tu viens de dire pour repasser la parole au président du GEM, parce que si j'ai bien compris, malheureusement, il doit partir vers 12h30 et c'est presque l'heure. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Denis sur la mise en place ou la difficulté de mettre en place cet axe de fidélisation? Je pense qu'il a parlé aussi, ou peut-être que c'est moi qui ai compris comme ça, de mutualisation entre les banques pour la mise en place de cette fidélisation. Qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à cela? Vous êtes toujours, et nous souhaitons que vous restiez pour continuer, mais nous comprenons, si vous devez partir, qu'on doit vous laisser en vous remerciant. À vous la parole, Monsieur Thierry Radzon. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas être long parce que c'est un sujet qui mérite d'être débattu plus longtemps, mais concernant cet aspect fidélisation… Attends, c'est déjà en haut-parleur là, mais… Oui, pardon, il y a un petit on peut dire ça, voilà, les aléas du direct, hein, c'est-à-dire que nous avons également la chance là d'avoir Madame Nour Mandiarsou en direct par téléphone, puisque elle a eu un peu des difficultés à se connecter. À la limite, si c'est pas trop demandé, mon cher Thierry Radzon, si à la limite on te donne, puisque hier c'était la journée de la femme, il me semble, ou avant-hier, on va lui donner, allez, 2-3 minutes de parole, et puis comme ça. Alors, désolé, mon cher.
Président, si vous permettez, je pense que cette question, ce point évoqué par Denis Soumourou, je pense même que Mme Nour est tout à fait bien placée pour répondre. En tant que président de la Société Générale, il serait même intéressant de l'entendre. Donc, moi, malheureusement, je vais devoir vous quitter. Je suis encore désolé parce que j'ai un rendez-vous. Et comme je l'écrivais dans un message à Mial, merci encore bravo pour cette belle initiative. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous, Merci beaucoup. Merci et beaucoup. à très vite. À bientôt. Donc, Madame Nour Hadjimamoud-Zersou, je te laisse Pardon, oui. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute et Rive va faire un petit, une petite transition par rapport à ce qui a été dit, ou même Yaj également. Merci. Oui, bonjour Madame Nour, vous êtes donc la présidente la présidente du conseil d'administration de la Société Générale Madagascar, et nous vous remercions d'être une de nos invités, nos guest speakers en tant que représentante institutionnelle dans ce webinaire. Un ou deux mots par rapport à ce qui s'est passé jusque-là. Tout se passe bien. Tout le monde a l'air de bien expliquer leur point de vue sur les enjeux. On a commencé avec le président du GEM qui a parlé de différents points, notamment sur les enjeux de la régulation, les enjeux du transfert de savoir. Il y a eu également l'intervention des différents intervenants, que ce soit sur l'interopérabilité bancaire, interbancaire, qui devait être l'une des facettes ou un des leviers en fait de cette transformation économique. Il y a eu aussi une forte intervention intéressante sur ce qui pourrait être la stratégie territoriale à apporter et sur ce qui peut être en fait une priorité du service de l'État dans la transformation digitale. Donc voilà, vous êtes au téléphone avec nous, avec les auditeurs. Le dernier intervenant, donc Denis, a beaucoup parlé, a explicité au fait sur la construction d'une économie des citoyens. Je pense que la Société Générale, en tant qu'institution bancaire à Madagascar, est au cœur de toutes ces réflexions-là. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons en fait échanger avec vous pour entendre votre point de vue sur les enjeux. Par la suite, je pense que on va continuer dans l'échange en faisant participer Tslav Nangianis, qui est aussi présent sur ce qui est du décisionnel au sein des sociétés et membre de la diaspora, et on continue ainsi à alimenter notre échange. Voilà, bienvenue à vous, Madame Nour. J'espère que la connexion est bonne de notre côté. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette initiative qui me semble intéressante et qui arrive à point nommé. Également, félicitations à tous les organisateurs qui ont conçu ce projet. Vous avez parlé de différents points qui me parlent, qui sont pour moi d'une grande actualité et qui sont absolument essentiels, c'est-à-dire les enjeux de l'aménagement du territoire, de l'inclusion des territoires. Il ne faut pas que la digitalisation se fasse seulement au profit, soit une digitalisation clivante, c'est-à-dire au profit des villes contre les campagnes, au profit de la capitale contre les régions, au profit des personnes qui ont des ressources contre les démunis. Donc c'est un enjeu qui me semble absolument essentiel et l'État a un rôle important à jouer là-dedans. L'État a un rôle à jouer dans la digitalisation à la fois pour cet aspect-là, mais également pour l'aspect transparence et réduction de la corruption, qui est un aspect également essentiel, et puis facilitation pour les citoyens. C'est par exemple un des enjeux de l'EDBM
qui fait la promotion des investissements, digitaliser le maximum d'opérations pour faciliter l'enregistrement et les formalités des opérateurs, mais également assurer la transparence. Donc, il y a cet aspect-là qui me semble absolument essentiel. Oui, dans cette optique, il y a une frange très importante de la population, qui est la frange rurale, qui doit être absolument prise en compte, et également les couches vulnérables de la population pour que la fracture numérique ne devienne pas une fracture également sur le point du développement et de l'accès aux ressources. Et donc, pour ce faire, je voudrais vous présenter deux expériences, l'une de la Société Générale et l'autre de la Chambre de commerce de Tananarive, que j'ai l'honneur également de présider. Donc, en ce qui concerne la Société Générale, donc, tout ce qui est fait en termes de digitalisation est bien sûr guidé par le besoin d'améliorer la relation client et de transformer celle-ci en vue de faciliter les choses. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont, par exemple, la ClickBank, le chatbox, qui sont des choses qui existent probablement déjà en France. On peut chatter avec sa banque. Et il y a également l'e-commerce avec les cartes sans contact qui ont été lancées, et également les applications qui viennent d'être lancées à Madagascar et qui n'existaient pas auparavant. Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur le wallet Yup, que certains connaissent déjà. C'est lancé dans plusieurs pays d'Afrique. C'est une solution de mobile money sécurisée qui est fonctionnelle quel que soit l'opérateur du client. Donc là, on cesse de dépendre, l'interopérabilité est faite en termes de réseau de télécommunications, de manière à ce que de toute façon, aucun n'est privilégié et en fait, tout est possible puisqu'on ne dépend plus des opérateurs. Donc c'est simple et c'est accessible, et donc il y a évidemment des sécurités qui sont apportées avec une authentification qui est forte. Et la wallet Yup permet également de retirer de l'argent dans les cartes de la Société Générale, de procéder à des paiements marchands. Mais surtout, je pense que l'avantage qu'il a, c'est de permettre une utilisation, quel que soit l'opérateur téléphonique. Et ça, déjà, ça passe au-delà des contraintes qui existent actuellement. La deuxième initiative que je voudrais partager avec vous, qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle s'adresse à la grande majorité de la population de Madagascar, c'est-à-dire la population rurale, c'est ce qu'on appelle le Bazar Mada, qui est mis en œuvre par la Chambre de commerce. En fait, c'est un service d'information sur le marché qui est piloté par la Chambre de commerce, et il permet également de rapprocher les offres et les demandes. Donc, les secteurs qui sont concernés, c'est l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'agroalimentaire, en fait, les secteurs qui concernent les milieux ruraux, et on cible donc les producteurs, les artisans, etc. L'objectif de Bazar Mada, c'est de connecter les producteurs avec les opérateurs économiques et les acheteurs, de les soutenir dans la gestion de leurs revenus et également de leur fournir un accès fiable à des informations fiables en temps réel sur les prix des produits et sur l'offre et la demande de produits. Donc, on met à disposition des producteurs de la région Alamanque, Botmatsiach, Sofia, Vatvav et Fitvenan, et également Vaknaka, Vatch Service. Et on suit vraiment... on fait une évaluation régulière, il y a un suivi régulier. Il y a des millions, parfois des centaines de millions de transactions qui se font avec les paysans dans les campagnes et les opérateurs grâce à ce service. Donc, je pense que c'est des services comme ça qui sont tournés vers le plus grand nombre, qui sont accessibles et qui permettent surtout d'adresser la pauvreté qui, on le sait, à Madagascar est une pauvreté essentiellement rurale, d'adresser la pauvreté dans le milieu rural qui sont vraiment importants. Donc voilà ce que je voulais vous partager, et avec les quelques réflexions que j'ai eues auparavant. Merci. Allô? Oui, très bien, merci. Nous, on a bien. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Vous avez entendu? J'espère. Oui, Oui, impeccable. oui, Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci en tout cas. Si vous permettez, donc Rive qui est en fait donc le modérateur avec Yann
de la conférence, va prendre la parole pour inciter à ce que le débat soit bien nourri. Et encore merci pour votre présence. Et comme tu le dis, comme tu Ne le dis quittez si pas. bien, comme tu le dis si bien, tous, Yang et moi sommes les animateurs. Donc, comme Yang est plus proche du téléphone avec nous, Madame Nour, il va certainement continuer. Il était en train de prendre la parole pour continuer à alimenter le débat. Vas-y, Yang. Oui, non, justement, je voulais rebondir par rapport à ce que Madame Nour a dit tout à l'heure avec les initiatives de la BFV dans les milieux ruraux, parce que je pense que effectivement, la plupart de la population sont dans les milieux ruraux et pas dans les grandes villes. Et justement, atteindre ces parties inatteignables justement par les opérateurs mobiles ou téléphoniques. Et justement, ce genre d'initiative que la BFV, que je ne connaissais pas, et merci de cette information, d'atteindre ces milieux ruraux, c'est vraiment, je pense que c'est la base. Il faut commencer par là. Les milieux ruraux où la pauvreté est là, mais que les grandes banques n'osent pas s'investir vraiment dans ces parties-là. Et il faut vraiment plus d'initiatives pour atteindre ces gens-là, parce que je pense que l'avenir est là. L'avenir est là. Et là, je pense aux microfinances, que les microfinances, eux, qui sont surtout dans ces parties rurales-là. Et travailler, je pense, se rapprocher de ces microfinances et créer une synergie entre tout ça, peut aider justement à développer la précarité à Madagascar. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ce que Nour a dit tout à l'heure. Très bien, merci Yang. Dans cette très claire explication de Madame Nour, en effet, il faut noter la mise en place par l'État de l'EDBM, qui permet, en fait, en effet, c'est un lieu qui permet de parler de régulation et qui permettrait plus tard de réduire davantage la fracture numérique. Nous, on est actuellement en communication avec une Allô? Oui, d'accord. Et donc, voilà, et donc, elle a parlé, Madame Nour a parlé de deux expériences sur le wallet. Je reviendrai un peu plus tard après sur le wallet avec Eric, mais je souhaite, je me tourne vers Slavn pour l'entendre, au fait, sur cette dynamique qui existe entre le privé et le public, son point de vue sur l'ensemble du sujet qu'on a discuté, puisque si tu vas te présenter, mais il me semble que dans la question décisionnelle, dans une entreprise, dans un fonctionnement d'une entreprise, dans un fonctionnement d'un territoire ou d'administration, la question décisionnelle est très importante et je pense que tu es très bien placé pour en parler. Quel est, selon toi, aujourd'hui, dans cet échange-là, ce qui pourrait, en fait, accélérer dans le bon sens du terme, et quels pourraient être les écueils pour que cette dynamique donc de la transformation économique au travers du digital puisse apporter. Merci de te présenter et à toi la parole, Slam. Merci beaucoup, Rive, et merci de me passer la parole. Je remercie tous les organisateurs parce que c'est un super événement et je trouve que les contributions sont plus qu'à la hauteur des attentes et moi j'ai appris plein de choses. J'espère aussi qu'on pourra continuer et cette notion de livre blanc et la diffusion de ce livre blanc est vraiment importante pour moi parce que c'est vrai qu'il ne faut pas, je pense, que les réflexions qui sont riches qu'on a aujourd'hui restent un peu lettre morte et il faudrait arriver à diffuser au plus grand nombre et continuer cette belle dynamique. Voilà, donc encore merci. Alors moi, effectivement, je m'appelle Slav, je suis associé d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle JWA Stratégie. On a la particularité d'accompagner les entreprises aujourd'hui essentiellement françaises dans leur stratégie de croissance et notamment à l'international. Alors quand on dit ça, en fait, ça veut dire que l'essentiel de nos clients, on les aide à choisir les marchés sur lesquels ils vont s'implanter, choisir les pays dans lesquels ils vont se développer pour accélérer leur activité. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité.
À titre personnel aussi, moi, je suis investisseur dans un fonds que vous connaissez peut-être, qui s'appelle BienRacap, que j'ai aidé à structurer et à monter, qui est un fonds d'investissement dans les PME et les startups à Madagascar. Et c'est un fonds d'investissement à impact, qui veut dire que en fait, on cherche pas uniquement un retour financier sur ces investissements, mais aussi un impact positif sur la société. Voilà, et effectivement, dans ce qui me lie au sujet monétaire, monétique et paiement, c'est que j'ai été aussi pendant plusieurs années conseil d'un groupe qui s'appelle Ingenico, que vous connaissez très probablement, qui a été racheté récemment et qui a été le leader en Europe et voire dans le monde dans tout ce qui était terminaux de paiement et paiement innovant, et qui a connu une vraie transformation de son activité. Et donc, j'ai une vraie appétence pour ce secteur, et cette appétence, en fait, elle est née assez tôt. Et là, je vais peut-être vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2002, 2003, et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une agence bancaire de la filiale de la BNP qui s'appelle BICIS au Sénégal, et qui était située en plein milieu du marché de Soumbédioune. Alors, je ne suis pas sûr que vous soyez tous familiers du Sénégal. Soumbédioune, c'est l'équivalent d'Analakel. Et c'était Analakel avant, pas Analakel maintenant, où c'est un peu plus structuré. Et donc, effectivement, moi, j'ai commencé là, dans cette agence bancaire, sur le terrain. C'était un job d'été. Hein, et en fait, tous les soirs, qu'est-ce que je faisais ? À la fermeture, il y avait tous les marchands qui venaient apporter leur sac plein de billets qui nous posaient sur le comptoir, et on passait du temps à compter ces billets. Voilà. Et ça, c'était un peu peut-être mon premier contact avec ces aspects monétiques. C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, ça existe beaucoup moins. Et donc, peut-être que le premier point que moi, je trouve intéressant dans tous les échanges qu'on a eus, c'est cette question de l'utilité. La question de l'utilité de la transformation, de l'innovation digitale au service de la transformation économique et sociale. Et donc, si on reprend cette casquette terrain, effectivement, en fait, l'utilité, les utilisateurs, au final, ils n'ont pas besoin qu'on les aide pour comprendre cette utilité. Soit c'est utile, soit c'est pas utile. Et donc, en fait, les développements qui sont utiles, ils prennent. Les développements qui sont pas utiles, en fait, ils ont du mal à prendre, et ça reste des éléphants blancs. Et ça, c'est vraiment un constat peut-être que j'ai pu faire. Moi, je vais structurer j'ai vraiment 3 points que je souhaite développer là sur ce webinaire, et on pourra rebondir là-dessus. Le premier point, dans la question de la transformation économique et sociale et de l'innovation digitale, il y a la question de l'enjeu, et l'enjeu derrière, c'est le développement. C'est quel développement on veut quelque part. Il y a cette question qui doit se poser, et moi, ma contribution, et c'est comme ça aussi qu'on a structuré BienRacap, c'est la phrase qui est utilisée pour un peu comme motto du réseau Entreprendre, c'est pour créer des emplois, créons des employeurs. Et en fait, effectivement, moi je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas de développement sans emploi stable, et il n'y a pas d'emploi stable sans entreprise stable et performante. Et donc, si on fait un premier arrêt à ce niveau-là, je pense que les entreprises vont être performantes à Madagascar, on va développer des champions nationaux à Madagascar, et il faut le faire, et il faut avoir l'environnement réglementaire, tout l'écosystème aussi autour de ça, qui permettent de développer ces champions nationaux. Alors, des champions nationaux, mais aussi un écosystème de PME et d'entrepreneurs qui vont en fait créer des entreprises pérennes, et qui vont, à terme, créer des emplois pérennes. Un levier, évidemment, c'est l'innovation. Et je pense qu'effectivement, le domaine de la transformation, de l'innovation digitale, de la transformation digitale, permet de faire émerger des modèles économiques qui vont, à l'avenir, être suffisamment performants. En termes de... et d'ailleurs, on a des exemples qui existent déjà à Madagascar, mais
c'est encore trop peu quelque part. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être certaines entreprises comme Smart Predict, comme Sign, qui agissent en fait dans je les mettrai d'ailleurs dans le chat peut-être, qui agissent en faveur de la transformation digitale et qui ont cette approche entrepreneuriale et cette approche innovante qui peut-être change aussi l'image de Madagascar en disant que on n'est pas qu'un pays de commodities entre guillemets, mais aussi on peut innover, etc. Et je reviendrai dans mon second point sur l'importance de cet enjeu-là de changer peut-être l'image et de la dynamique aussi du pays. Pour l'innovation, pour le développement des entreprises, en fait, tout ça, ça va marcher et toutes nos bonnes idées, elles vont marcher si on a un écosystème global qui arrive à se former. Et cet écosystème, il faut pas opposer les choses, il faut compléter les briques. Et cet écosystème global, il doit comprendre évidemment l'innovation, mais pour innover, en fait, il faut des gens qui innovent. Et les gens qui innovent, il faut qu'ils soient formés. Et donc ça fait vraiment écho à ce que disait Thierry sur la notion et la nécessité de travailler de manière assez massive sur la formation et la formation professionnelle. Et d'ailleurs, Madame Lourd, vous aurez sûrement l'occasion de nous parler un peu de ça, parce que c'est sûr qu'à Madagascar, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, je pense, avec le Fonds malgache de formation professionnelle notamment. Une deuxième brique importante à mon sens après l'éducation, c'est alors sur l'éducation, il faut une éducation qui soit aussi en lien avec ce qu'on veut faire, les secteurs qu'on veut servir, la société qu'on veut construire. Une deuxième brique, c'est la brique du financement. Aujourd'hui, effectivement, il y a des réseaux bancaires et la Société Générale est un acteur historique de ce financement, de cet écosystème du financement. Maintenant, il y a peut-être des besoins qui sont à remplir par les institutions de microfinance, des besoins qui sont à remplir par les banques et des besoins qui sont à remplir par d'autres moyens de financement. On peut penser évidemment au capital investissement, on peut penser à d'autres choses comme du leasing ou des choses comme ça. Et en fait, cet écosystème de financement, il ne faut pas opposer les acteurs, mais bien se dire c'est complémentaire. On ne va pas dire non, il faut absolument développer plutôt le côté crédit au détriment de, je sais pas, d'autres sources de financement comme le leasing. C'est des choses qui sont complémentaires. En termes de secteur, mais aussi en termes de ville-campagne, je pense que toutes ces choses-là ne doivent pas être opposées. Voilà. Le deuxième message, je pense, là je reprends ma casquette d'investisseur et de personnes qui accompagnent les investisseurs. Moi, je suis intervenu, par exemple, récemment là sur la cession du groupe Vendémia et le rachat du groupe Vendémia par un très grand groupe agroalimentaire ici dans les DOM-TOM. Vendémia, c'est ceux qui ont Géant Score, hein, juste pour comprendre. Et bien, j'espérais devoir sourire à cette perspective, mais je ne sais pas si ça reste un bon souvenir pour toi. Et donc, qu'est-ce que les investisseurs cherchent en fait, et notamment les investisseurs internationaux, mais aussi les investisseurs locaux. La demande, nous, quand on fait des matrices de choix pays, quand on discute avec les dirigeants d'entreprise, la demande, en fait, elle est assez simple. Nous, on veut de la transparence, on veut de la stabilité, on ne veut pas un contexte réglementaire qui un jour est permissif et un jour l'est plus, un contexte réglementaire qui change en fonction des pouvoirs en place. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité. Évidemment, une bonne gouvernance, la meilleure gouvernance possible sur les sujets de corruption. Et je pense là, et c'est vous les experts, hein, de toutes les manières, mais je pense effectivement que tout le sujet de la transformation digitale peut servir cet objectif de transparence et de stabilité et aussi de traçabilité qui va favoriser quelque part le flux d'investissement à Madagascar. Peut-être un troisième point, un troisième message que je voulais développer. Il se trouve que nous, on a une grosse activité transformation d'entreprise. C'est le corollaire de la stratégie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la stratégie, en fait, il faut l'exécuter, il faut la transformer. OK. Et si on fait le parallèle avec la transformation digitale au niveau d'un pays, en fait,
moi, c'est plutôt une forme de question que j'ai. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a une petite difficulté à définir le cap et l'ambition qu'on veut atteindre. Finalement, on dit, bon, voilà, on parle beaucoup de moyens, mais on parle assez peu de la fin ou de l'objectif qu'on va atteindre et comment on se dit ben, vers quoi on veut aller, vers quoi on veut tendre et quelles sont les conditions de ce succès. Et je pense que ça, c'est vraiment important, cette quête de sens. Et cette quête de sens, elle doit être, et vous l'avez dit hein, très justement, elle doit être inclusive. Parce qu'en fait, la transformation, une transformation marche si tout le monde se l'approprie et travaille à la transformation. Et ça, c'est vrai au niveau des entreprises, c'est-à-dire qu'on dit souvent aux dirigeants, vous avez peut-être ce cap, vous avez peut-être dans votre tête l'horizon auquel vous voulez aller, l'objectif auquel vous voulez aller, mais in fine, est-ce que vos salariés, est-ce que vos parties prenantes sont alignées par rapport à ça, et est-ce que vous les avez consultés, et finalement, comment on fait le suivi de cette transformation? Et ça, je pense que c'est vraiment important au niveau de l'État aussi, de se dire, bon, bah, ok, c'est pas, et quelqu'un l'a dit d'ailleurs dans la conférence, c'est pas entre nous qu'il faut décider et que ce soit une approche complètement descendante et que les gens subissent. Mais je pense que la vraie opportunité de la transformation digitale, c'est de permettre aux citoyens de décider, d'être acteurs de changement et de se sentir concernés par ce qui se passe. Voilà, et donc cette notion d'inclusivité, elle est importante. Et la gouvernance de cette inclusivité, elle est essentielle, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que quand on a parlé de leapfrog technologique, c'est vrai. Je pense aussi qu'il y a un vrai sujet de réinventer un modèle de gouvernance propre à Madagascar et ne pas chercher à replaquer des solutions qu'on aurait identifiées ailleurs. Et en fait, il n'y a pas de baguette magique. Et c'est d'ailleurs peut-être l'enseignement qu'on tire, et Eric pourra peut-être confirmer, mais l'enseignement qu'on tire de pays comme le Rwanda, par exemple, qui ont réussi des transformations drastiques, grâce notamment à l'innovation. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je pense que cette question, elle est quand même essentielle, cette question de fin de la quête de sens et du pourquoi on fait tout ça. Très bien. Merci Tslav pour ce point de vue entrepreneurial, en tout cas, que j'ai noté, qui n'est pas en opposition du point de vue parfois aussi associatif, tel que Maurice l'a dit, que je comprends bien, puisque nous-mêmes, Courbet, on est sur le modèle économie sociale. Et en effet, il n'y a pas d'opposition entre une économie sociale ou une économie réelle dite capitalistique. Il y a certainement une complémentarité à trouver là-dedans pour que justement chaque citoyen puisse s'en approprier. Et là-dessus, je pense que si Madame Nour est toujours avec nous, j'aimerais rebondir pour alimenter le débat sur une solution, pour ne pas faire une publicité au fait de ce que c'est le wallet. Donc toi, Salam, tu as dit que de toute façon, quand tu étais au Sénégal, et ça je le remarque, c'est pareil au Cameroun quand j'ai vu les tontines, c'est qu'en effet, quand tu proposes une solution pour les users, les utilisateurs, soit ça leur va et ils s'en approprient, soit ça ne leur va pas, et si ils ne veulent pas être fâchés, ben, ils disent on reviendra plus tard. Et en fait, cette façon de présenter les choses me fait penser qu'en effet, quand il y a une solution qui arrive, dite peut-être innovante, comme les wallets, comment faire en sorte que la population s'en approprie? Comment faire en sorte que le citoyen, en fait, soit réellement dans la gouvernance de cette innovation? C'est un peu la différence entre les solutions proposées ou les solutions dites privatives proposées par les entreprises. Il faut qu'il y en ait un peu la différence avec les solutions réellement portées au fait par les citoyens, telles que les monnaies locales, telles que les monnaies en fait complémentaires. En France, il y en a qui marchent bien, ailleurs aussi. Et donc, du coup, pour alimenter ce débat, je pense qu'un point de vue à la fois
professionnels sur les questions, en fait, puisque le wallet, tout le monde le sait ce que c'est, hein, c'est un porte-monnaie, c'est une porte-monnaie électronique, ce qu'on appelle. C'est comme si on a un portefeuille en crocodile. Non, on n'utilise plus la peau de crocodile, mais une simple porte-monnaie, mais qui est au fait transformée de manière digitale. Donc, Eric, je me tourne vers toi et à la fois aussi vers Denis et Maurice en disant, bon, ok, il y a le wallet, une institution bancaire à Madagascar propose une wallet pour, on va dire, contribuer au bien-être de chaque citoyen. Comment voyez-vous les choses? Comment voyez-vous, en fait, l'appropriation de citoyens de ces moyens-là et comment voyez-vous, en fait, je veux dire, l'intégration de ces solutions dans tout Madagascar en tenant compte des difficultés, peut-être pas Eric, mais il le sait, des difficultés énergétiques à Madagascar, mais comment faire en sorte que, par exemple, chez les coopérateurs de Limouane avec qui on a travaillé dans le fin fond de Vaknaka, comment faire en sorte que ces solutions-là puissent réellement apporter au fait de vraies transformations dans leur vie au quotidien. Et de ce fait, comment en fait donc les accompagnateurs, les consultants tels que Paul Consulting ou autres, comment pouvons-nous travailler ensemble pour répondre à cela, puisque la transformation économique et sociale, en effet, dépend du rôle en fait de l'État, mais il y a aussi donc le rôle des entrepreneurs, il y a le rôle des sociétés civiles et il y a le rôle de citoyens. À toi la parole, Eric, peut-être après à Denis, et on va faire un tour de table puisque on arrive presque à la fin de notre webinaire. Merci. Merci Rivo. Effectivement, du coup, ça fait beaucoup de questions. Hein. Si je comprends bien, de l'intervention précédente, c'est pourquoi on met ces nouvelles solutions, pourquoi on met ces technologies en place, et quel objectif on poursuit. Ce que tu viens de dire à l'instant, Rivo, c'est comment faire en sorte que les utilisateurs, les citoyens bénéficient ou s'approprient ces solutions et comment on fait pour que ces solutions effectivement permettent aussi d'adresser des populations, que ce soit des populations économiquement défavorisées ou des populations éloignées. Et donc on voit bien qu'on a là beaucoup de sujets qui vont au-delà des enjeux qu'on a cités au départ. Alors il y a évidemment pas de solution unique. Je crois qu'à chaque fois qu'on met en place une technologie, une solution, au final, le bon chemin, c'est de se poser la question de pourquoi on la met en place, pour qui, quels sont les usages qu'on veut adresser. Et puis après, une fois qu'on a identifié ça, je crois qu'il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut être en capacité d'adresser. C'est-à-dire que il faut être capable de mettre en place un écosystème, d'associer les acteurs qui vont permettre que cette solution, cette technologie ou ce nouveau moyen, si on parle de moyens de paiement ou de monnaie puisse se développer. Donc effectivement, associer les acteurs, s'occuper de savoir comment on va pouvoir répondre aux besoins, donc adresser les usages, mettre en place, donc tu parlais de wallet, donner aux utilisateurs les moyens d'utiliser ces nouveaux services, et les wallets, en fait, c'est juste un moyen, c'est juste un outil. C'est un portefeuille de services qui vont permettre à l'utilisateur de se servir de tel ou tel moyen de paiement, de telle ou telle monnaie. Et donc, j'en reviens à une des questions qui a été posée au départ, et par rapport à des projets comme celui de l'IARIARI, pourquoi est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui?
il n'y a pas vraiment de réponse. En tout cas, on est en train de parler d'une monnaie digitale de banque centrale, donc d'une monnaie digitale directement opérée par la banque centrale. Et ça ça va dans le sens de l'histoire parce que ça répond aux enjeux d'interopérabilité, d'inclusion financière et puis de régulation. D'accord. Donc c'est après c'est le type de projet qui au-delà du projet, il faut se poser la question de comment on va pouvoir justement s'assurer que les populations, les utilisateurs ciblés utilisent ou s'approprient cette nouvelle monnaie, comment on va s'assurer qu'ils peuvent s'en servir. Et donc là, je reviens à ce que je disais au départ, il va falloir mettre en place des écosystèmes qui permettent aux acteurs d'interagir les uns avec les autres pour pouvoir développer les usages autour de cette nouvelle monnaie. Et notamment, il faudra s'intéresser, alors on parlait tout à l'heure de monnaie locale ou de monnaie alternative. Typiquement, l'IRIARI peut être une solution pour adresser des besoins de monnaie locale ou de monnaie alternative aussi longtemps qu'on va développer des moyens, des services qui vont permettre aux populations concernées de s'en servir. Et donc là, on revient au sujet des wallets. Donc voilà un petit peu l'éclairage que je peux donner à ce niveau-là et comment un cabinet de conseil comme le mien peut accompagner ce type d'initiative. Typiquement, à un moment donné, il va falloir réunir les acteurs pour pouvoir définir quels sont les moyens, quelles sont les ressources, quels sont les services qu'il va falloir développer. Et donc, on peut accompagner ce type de réflexion parce que c'est des réflexions qu'on a déjà accompagnées dans d'autres contextes et qu'il y a un certain nombre de steps qu'il faut être en capacité de franchir. Il y a un autre sujet que j'ai pas évoqué, mais typiquement, il faut aussi se poser la question du business model qu'il y a derrière ça, parce que tout ça, ça génère des coûts et puis ça peut aussi générer des revenus. Donc, il faut savoir quel business model on met derrière pour que justement, dans une logique d'appropriation, les acteurs y trouvent leur compte, parce qu'au-delà de l'utilité et au-delà de l'usage, à chaque fois qu'on amène une solution nouvelle, il faut qu'elle trouve son intérêt économique. Et donc, le business model, c'est aussi une question qu'il faut être capable d'adresser. Typiquement, je prends un exemple tout simple. J'ai vécu dans d'autres pays sur le continent la mise en place du paiement mobile ou de switch de paiement mobile. Et donc, la volonté d'étendre le paiement mobile au paiement chez les commerçants, mais il faut que les commerçants voient leur intérêt à proposer le paiement mobile. Il faut qu'ils y trouvent leur compte. Et donc, le business model, c'est aussi une question qu'il faut être capable d'adresser. Donc, il y a énormément d'enjeux derrière ces questions-là. Un mot peut-être à Denis, je te vois en réflexion, et peut-être à Maurice par la suite. On arrive dans le temps de l'échange. Donc, on a peu parlé aussi de la régulation, business model, bien évidemment. Voilà. Un micro, Denis. Merci, merci. En tout cas, moi, je suis effectivement, je reste sur cette notion de l'utilité et de fédération. Effectivement, j'entends aussi qu'il y a petit problème de réseau chez vous, manifestement. Ah. Mais là où c'est de avoir l'utilité pour les personnes qui l'utilisent. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? C'est bon, très bien, très bien. Tu peux y aller. Tu peux y aller sur la fédération et sur l'utilité. Voilà, donc moi, c'est les deux points. Et puis, naturellement, il faut qu'il y ait aussi un sens économique parce qu'effectivement, il ne peut pas être au service de la cité s'il n'y a pas un sens économique. Et ces moyens de paiement, sans parler des big data, sans parler de l'accès
des citoyens à ces moyens de paiement, il faut surtout pas que justement c'est qu'il est au service des entités qui collectent les données pour faire une activité commerciale. J'ai bien entendu tout à l'heure l'effet que ce soit effectivement c'est les citoyens qui sont leur propre décision. Moi, ce que je pense que toutes ces nouvelles technologies, il faut qu'ils soient, mais quand je dis qu'il faut qu'ils soient au service de l'humain, il faut qu'ils participent, en tout cas comme un pays comme Madagascar, un gap pour un gap d'évolution pour être au même, c'est peut-être un vieux pieu, mais pour bondir d'un cap rapidement, parce que on est tous sur le même starting block et que effectivement c'est notre capacité à accepter et utiliser ces nouvelles technologies dans le bon sens du terme qui peut faire en sorte que l'utilité au service de citoyens puisse être démontrée. Oui, c'est un moyen de paiement. Oui, ça peut emmener. On parle de bancarisation en Afrique. On parle de comment dire de l'informel. Tous ces paiements numériques peuvent aussi effectivement emmener à cela. Donc, ça peut créer de la sécurité, mais au final, il faut qu'ils soient utilisés au bon escient. D'où la notion d'utilité, en quoi cette transformation digitale est utile à soi, utile à l'autre, utile à la société au sens large. Si on répond à cette question-là pour justement créer l'avenir, je pense qu'on fera en tout cas quelque chose de différent que tous les systèmes économiques que nous voyons aujourd'hui. Parce que je pense que, et ça c'est vraiment une vision personnelle, hein, il faut sortir du cadre où la seule vision, c'est l'économie. Il faut aussi sortir du cadre dont la seule vision, c'est les citoyens. On doit suivre une troisième voie où je mets l'économie au service de citoyens, où je mets les citoyens au service de l'économie, l'inclusion. Il faut faire les deux. Mais ça, c'est ma vision. Et pour finir là-dessus, qu'est-ce que Citizen Can? Notre ADN, c'est pour dire qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise aujourd'hui, si ce n'est les hommes qui la composent. Et merci à vous pour cette organisation, parce que ce moment de partage de vision, je pense que c'est ça qui fait aussi que nous allons progresser demain sur une voie qui me semble être intéressante, parce que même le thème, hein, la transformation économique et sociale à travers de l'innovation digitale. Je trouve que le thème est porteur. Faisons en sorte que justement il y a une transformation économique qui va répondre aux enjeux sociaux et sociétaux. Très bien. Voilà mon apport. Merci Denis. Maurice. Mais c'est très intéressant cette discussion. Je voudrais d'abord remercier vous tous pour ces contributions qui ne devaient pas s'arrêter là. Alors on arrive à cette idée de comment peut-on impliquer les citoyens. C'est le sens même de l'innovation citoyenne et développement durable, c'est le sens de son action qui part du constat qu'il y a une grande difficulté à amener les citoyens à se rassembler, tout simplement parce que les méthodes innovantes ne se trouvent pas à la place. Et nous avons rassemblé, regardé ces méthodes innovantes, et c'est ce qui a été repris d'ailleurs dans la fabrique du futur, avec cette idée que cette opération ne se fera que s'il y a des méthodes qui rassemblent des acteurs, pas uniquement les citoyens, dans une commune. Et là intervient la question de la taille, hein, ou dans un quartier où il y a une méthode qui permettrait de faire en sorte que ils s'ensemble, vous créez une valeur pour développer une vision, c'est-à-dire
trouver cette méthode de rassembler, développer une vision de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut créer, et une fois qu'on l'a fait, créer tous les mouvements pour arriver jusqu'au bout. Et c'est dans ce mouvement, c'est dans ce flux disons, d'action que s'insèrent différentes façons disons, de mesurer la contribution. Et en particulier, au niveau de la fabrique du futur, nous sommes attachés à cette idée de blockchain qui est une des méthodes, là où c'est possible, de déterminer les contributions des uns et des autres, car c'est une des façons de faire. C'est également là-dessus on est dans une sorte de réflexion de dire les acteurs interviennent, il va falloir mesurer leurs contributions et comment. Et c'est une question ouverte, mais les méthodes sont là. Donc, c'est déjà mesurer une contribution, mais comment les approprier? C'est par une méthode que nous en avons une qui, en rassemblant, qu'on va appliquer à Marutsal ou ailleurs, qui consiste disons, à partir d'abord à prendre tout sujet qui valorise une commune ou un endroit comme un thème d'intégration de tout ce qui est possible dedans. On commencera par l'eau et l'assainissement, la partie au-dessus l'intègre dans son développement global du territoire, disons l'énergie, l'électricité se trouve dedans, et naturellement dans ce mouvement va apparaître toutes ces problématiques de comment on va payer, comment on va mesurer la contribution. Et c'est là que je reviens avec la réflexion de Slavne. Les citoyens savent très bien ce qui a de la valeur. Et c'est là que de l'autre côté, l'offre doit aussi être à la hauteur des attentes, que la promesse soit attrayante pour que ça puisse entrer. Donc deux choses, pouvoir rassembler, avoir une méthode pour rassembler les acteurs pour déterminer une vision de ce qu'il faut faire, l'accompagner dans les moyens d'échange, dans la mesure de contribution des uns et des autres, et c'est là qu'interviennent les méthodes innovantes de paiement de toutes sortes qu'on avait vues tout à l'heure, qui vont avoir leur utilité spécifique selon les endroits. Ce n'est pas pareil à la campagne que dans les grandes villes, dans certains quartiers. Merci Maurice. On arrive presque à la fin de ce webinaire. J'ai envie de revenir sur plusieurs points, mais dans tous les cas, la conclusion revient à Toud et à Mianj, qui a très peu pris la parole, mais qui n'en pense pas moins, surtout sur la question de régulation et sur la question juridique. Ce que moi, je souhaite vous partager, c'est d'abord sur le mot INSMAD. Cela m'est arrivé en passant à Madagascar, puisque vous savez que les jeunes à Madagascar parlent de Inspire. Et Inspire vient un peu du mot inspiration. Et en fait, l'innovation, s'il n'y a pas l'inspiration personnelle et collective, ça n'arrive pas à une innovation. Ça peut être le cas, mais moi, je suis persuadé que c'est dans cette inspiration qu'on puisse pour pouvoir créer, pour aller dans l'innovation. Chez Kouroubé, on a une petite inspiration sur l'apprentissage ludique, en fait, pour l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit, par exemple, totalement partie prenante du développement de leur activité, de choix de leurs produits jusqu'à la création, pourquoi pas dans leur coopérative, d'un type de monnaie. Mais ça, c'est selon leur inspiration. Et il y a en effet besoin d'utiliser des méthodes, comme a dit Maurice, nous en avons parlé. Nous avons eu, j'ai eu la chance peut-être de expérimenter sur ce qu'on appelle la méthode Freinet, en étant président d'une école Freinet pendant 6 ans, et je vois que là-dedans, il y a aussi des méthodes. On a plusieurs choses à partager ensemble. Notamment cette inspiration qui est née en fait et qui a fait qu'on arrive à l'INSMAD, une inspiration partagée au départ par Touj, Mianj et Thierry. Thierry n'est pas là. Nous avons dans cette inspiration l'idée de coécrire donc avec vous, les intervenants, de coécrire ce modèle de livre blanc pour peut-être évoquer en effet ou susciter la réflexion de chacun sur ce que ça peut être un modèle économique valable pour un territoire, valable pour un pays, avec un système d'échange monétaire à l'intérieur
et à l'extérieur. C'est un peu une forme d'échange de plasmolyse de pur gestion. Il n'y a pas un qui doit primer sur l'autre. Bien évidemment, il y a l'économie réelle aujourd'hui qui est là pour baser sur le système keynésien. Mais il y a aussi les systèmes d'économie dite alternative qui doivent être développés. Je pense que je vais passer la parole à Miang pour qu'il évoque ce qu'il pense sur ces questions-là de régulation, de régulation. La question, c'est est-ce qu'il faut de la régulation avant d'innover, ou est-ce que l'innovation implique la régulation? Ça, c'est une question à poser. Je pense qu'au Maroc, il y a eu des questions comme ça. Ici, à Toulouse aussi, on a eu ces questions-là quand on a mis en place la monnaie locale complémentaire. Ah, il faut d'abord mettre en place, il faut d'abord que vous vous fiez à la régulation avant de créer. Et on ne pourra pas créer s'il n'y a pas de régulation et inversement. Qu'en penses-tu, cher Miang, sur le point de vue en fait, juridique du terme? Et enfin, je redonne la parole pour la conclusion à tous et de vous donner certainement rendez-vous très prochainement avec INSMAD ou entre nous, puisque INSMAD, c'est aussi un lieu, par la suite, ça sera un lieu de création dans un réseau, de création, peut-être pas d'activité, puisqu'on est tous déjà actifs, mais un tiers-lieu utile pour foisonner les idées, pour faire ensemble. À Miang et à tous, et merci à tous. Merci, Rive, de me passer la parole. Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire que le droit est partout. Dans toute situation, il y a toujours le cadre légal, il y a le cadre réglementaire. Toute situation fait toujours référence au droit. Donc, bien évidemment, la question juridique de l'innovation est importante. Maintenant, pour répondre à ta question bien précise, savoir est-ce qu'on va innover d'abord ou réfléchir sur le cadre légal avant d'innover, ben moi j'aurais tendance à dire que non, il faudrait d'abord innover parce qu'il faut d'abord agir dans le cadre existant et il appartient après aux personnes concernées, donc aux juristes, aux législateurs, d'adapter les situations et pour cela, pour bien faire une bonne loi, si je peux dire, il faut bien comprendre la situation. Et c'est là tout l'intérêt, je pense, de ce partage, de faire ce livre blanc aussi. Ça permettra d'être un outil nécessaire et utile pour les législateurs, les juristes, pour pondre quelque chose, une solution juridique efficace. Et avoir cette solution juridique, c'est tout simplement apporter une sécurité des affaires, apporter une sécurité juridique à chaque situation. Et je pense que c'est essentiel dans le cadre du développement, de la transformation aussi économique et sociale. Voilà. Pour l'heure, moi, j'ai envie de vous dire que j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui. J'ai trouvé vraiment cet échange très enrichissant. J'aimerais remercier chacun de vous tous pour vos apports respectifs. Et je ne vais pas faire le mot de conclusion, je ne laisserai ça à tous. Mais on pourra se revoir encore dans d'autres éditions de INSMAD. Voilà, merci. Alors, je vais dire un petit mot aussi. Voilà, attends, Yann. Très bien, franchement, on a bien discuté. Même moi, j'ai appris, même si je suis déjà dans le métier, bon, depuis peu, parce que c'est mon feu père qui a créé la société en 90, en l'année 2000. Et franchement, c'était une bonne expérience. Je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses pour le futur livre blanc, parce qu'on a des solutions à proposer, mais il faut bien les cibler, en fait, parce que c'est bien beau d'avoir plein de solutions, mais la suite, il faut pouvoir bien les cadrer selon la cible qu'on va utiliser. J'espère qu'à la deuxième édition, on aura ce même genre d'échange avec vous tous. Merci. Merci beaucoup Yann, et merci à vous tous et merci Maurice de m'avoir mis la pression de conclure, mais en tout cas c'est vraiment au nom de toute l'équipe que j'ai vraiment l'honneur de conclure parce que effectivement nous avons ressenti pleinement cette envie, cette motivation de faire ensemble.
ce n'est pas nous ici à l'international au niveau de la diaspora qui allons ni instruire les choses ou tout simplement s'imposer. Nous sommes vraiment là au même niveau et c'est vraiment ça je dirais la vraie richesse de cet échange. Et voilà, rien ne sert de courir, faut-il partir à point avec 3 points de suspension. Je vais tout simplement rappeler que cette initiative est une première, effectivement. C'est voué à se reproduire avec d'autres partenaires et je le signale déjà qu'avec notre partenaire qui est le FIV-PAMA à Paris, nous sommes déjà donc en train en tout cas d'engager d'autres perspectives. Voilà, d'autres partenaires. J'ai une pensée particulière à un de nos maîtres dans le genre, puisque tu as bien fait d'intervenir, mon cher Yang, qui aujourd'hui prend la tête de Monetech, et la pensée que j'ai vraiment aujourd'hui envie de vous partager, c'est aussi vis-à-vis de ton père Yang, qui nous a mis sur ce chemin-là, aussi technique, aussi pointilleux soit-il. Voilà, vous l'aviez reconnu, mais en tout cas, c'est grâce à votre présence voilà, aujourd'hui, votre élan collectif face à tous ces enjeux que l'on a déjà explicités durant ces 2 heures, quasiment 2 heures et quart. Voilà, ces multiples, je dirais, maillons qui vont nous permettre aujourd'hui de tendre vers cette transformation, que ce soit économique et ou donc sociale. Voilà, je crois que nous avons essayé en tout cas de poser les bases de cette co-construction en ayant mis en évidence, on va dire, des enjeux, bien sûr, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ou d'aucuns parleraient d'environnementaux. Voilà, législatif, on a fait le tour, juridique, économique, organisationnel, mais politique également. Voilà, à ce stade, je pense que les stratégies de développement semblent être identifiées avec des conjugaisons parfois complexes, mais si incontournables, à mon avis. Voilà, je tiens à renouveler vraiment mes chaleureux remerciements à celles et ceux qui nous écoutent également sur la chaîne de notre partenaire que je représente, le Club 1808, mais aussi sur notre page Facebook. On a eu du mal à démarrer puisque, effectivement, entre le décalage, il y a eu quelques loupés, mais voilà, en toute simplicité, nous sommes là et nous allons donc conclure les choses en renouvelant le fait que les livrables sont aussi importants que les discours aujourd'hui, les livrables en termes de livre blanc, mais aussi à travers les actions qui s'imposent à chacun d'entre nous, à nous tous et toutes, individuellement ou collectivement. Merci beaucoup. Juste un instant avant de nous séparer, si je peux intervenir. Si cela vous intéresse, ICDD a depuis 4 mois, avec toute une équipe, conçu une plateforme des marchés numériques. Ah oui. Il y a pas mal de plateformes de marchés numériques, mais qui rassemble les commerçants, les artisans, les professions libérales, les agriculteurs, les associations. Une approche numérique que nous intégrons dans le développement des communautés de communes et d'agglomération. Et nous sommes en train de leur proposer une étude de faisabilité dans laquelle vous pourrez y trouver comment nous enrôlons les acteurs
à travers une méthode développée par un malgache, d'ailleurs, Patrick Akoutumalal, Dominique Toumeni, avec l'Institut de gouvernance de Madagascar, qui, en rassemblant les acteurs pendant 2 heures, permettent d'en créer par viralité un développement de formation de ce genre. Donc, la semaine dernière, nous avons envoyé cette proposition au président de communauté de communes et d'agglomération. Si cela vous intéresse, je vous enverrai le document qui illustre comment peut-on non seulement inclure les citoyens, mais tous les acteurs. Je vous l'enverrai volontiers. Avec plaisir, mon cher Maurice. Et sachez que notre adresse mail, donc contact@insmad.org, peut vous, en tout cas, nous permet de rassembler toutes les idées et également les propositions de partenariat, puisque INSMAD a, comme je l'ai dit à l'instant, a vocation à rassembler des acteurs, et à travers le livrable blanc, nous pourrions encore aujourd'hui étendre donc ce livrable-là à travers tout simplement un réseau d'acteurs qui pourrait vous permettre de tendre vers une solution, allons dire, socialement, économiquement responsable. Voilà, merci beaucoup. S'il y a encore, bien sûr, certains d'entre vous, un besoin, ou en tout cas d'autres paroles à faire, n'hésitez pas. Je remercie infiniment donc Nour Ndiamamouziarson et Thierry Radzone qui étaient présents aussi, qui étaient là avec nous durant cette conférence. Et à très vite pour le prochain événement. Juste peut-être pour remarquer aux éditeurs que peut-être qu'ils ont posé des questions au travers de Facebook ou de YouTube. Je pense qu'il y avait cette possibilité, mais que compte tenu du temps et compte tenu, on va dire, de notre organisation aujourd'hui, on n'a pas pu vous répondre en direct, mais ceci étant, on ne vous a pas oublié. Les questions, s'il y en a, je pense qu'ils sont notées, ils seront notés et elles seront prises en compte dans le livrable, le premier livrable qui sera en fait le livre blanc. Qu'allais-je vous dire pour les non-malgaches? Mangapi, on avait dit. Pour les malgaches, bye bye, to see you so soon. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup à tous et très 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 bonne journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Eric, merci Tlab, merci Denis, merci Maurice et à toute l'équipe. À très vite. Merci à tous et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai arrêté l'enregistrement. Hein. Ouais. On fait un débrief. Alors, moi, les amis, je suis vraiment désolé, je dois